ça me gonflait. Mais je pouvais pas le dire, j'avais pas le droit, j'avais que 16, 17 ans. T'as pas le droit de dire les choses, Laurence. Mais ça me brûlait au fond de moi. T'es qui pour me parler comme ça? Je me suis fait harceler moralement, mais alors vraiment. J'ai entendu une fois, connasse quoi. Et je suis revenue, je dis, comment vous pouvez me dire ça? Mais comme j'étais faible et que pour moi, j'avais le droit de rien dire, je me laissais faire. Jusqu'au jour, et je suis repartie, et je repars. Parce qu'on me dit souvent, Laurence, mais tu restes pas en place. Non, j'ai pas à subir. Et je n'aime pas ça, subir. Je dois pas rentrer chez moi, infliger à ma famille mon mal-être. Donc, je ne vais pas bien, je pars. C'est un épisode particulier que je vous propose pour chaque été d'ailleurs. Ce sera une nouveauté sur Champion de ma vie qui se déclinera en champion de notre vie. Pourquoi? Parce que vous m'avez demandé, mais oui, derrière toi Cyril, il y a qui? Et puis derrière tel sportif, il y a quelle personne? Et derrière tel entrepreneur, tel champion, telle championne, qui se cache derrière? Souvent, il y a un binôme derrière le champion ou derrière la championne. À deux, on va plus vite, on va plus loin. Alors Champion de ma vie, chaque été, se déclinera ponctuellement en champion de notre vie. J'ai voulu démarrer très simplement avec l'histoire de la personne qui m'accompagne moi. Voilà, donc vous allez découvrir le parcours de Laurence Blanchard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter aussi, à partager. Et si aussi vous voulez d'autres personnes, vous voulez explorer d'autres terrains de jeu avec des sportives et des entrepreneurs en particulier, j'attends vos commentaires ici. Je vous souhaite un très bel épisode. Hâte d'avoir vos feedbacks. Alors cet été, c'est une série un peu spéciale que je vais faire puisque je vais inviter des personnes qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent énormément. Et aujourd'hui, je suis avec un invité surprise que vous allez découvrir. Je vais pas le nommer cet invité, je vais pas la nommer cette invitée. Vous allez la découvrir au cours de cette conversation que nous faisons aujourd'hui en Haute-Savoie. Déjà, comment est-ce que tu te sens, invité mystère? Eh ben, je me sens très bien. T'as bien dormi, tu te sens bien, la nature autour de toi, autour de nous. On est choisi bien, comme j'ai coutume de le faire dans ces podcasts, d'aller à la rencontre de mes invités pour découvrir un parcours qui est souvent, je l'espère pour vous en tout cas, comme on a coutume de dire, inspirant, mais qui vous interpelle. Eh bien, cet invité aujourd'hui, si je devais faire juste un portrait rapide, quelqu'un de très libre, quelqu'un qui est en retraite et pour autant, c'est pas une vraie retraitée. Elle aime le sport, évidemment, sur Champion de ma vie, on aime le sport, on aime entreprendre et cette personnalité, pour autant, t'as démarré ta vie dans les quartiers, t'as démarré dans les cités. T'es né où? Je suis née à Villepinte dans le 93, comme on dit si bien, le 9-3. Dans le 9-3. Et c'est quoi ton enfance d'ailleurs dans le 9-3? Alors, on vivait au démarrage dans un quartier. Et puis très vite, nos parents se sont dit on va pas rester là-bas pour nos enfants, donc on est reparti après en Île-de-France sur Villeparisis. C'est pas bien loin, tu me diras. C'est pas bien loin, mais à ce moment-là, c'était encore bien calme. Et on se retrouvait dans une petite maison parce que nous sommes une famille très modeste. Avec des frères et sœurs? Oui, 2 frères, un frère d'un an de plus que moi et 3 ans de moins. Et toi, t'es au milieu des 2 frangins. Exact. Comment tu fais ta place au milieu de ces 2 frères? Je me fais pas toute petite. on disait plutôt de moi la petite chieuse. T'es une petite chieuse, t'as déjà un bon caractère quand t'es petite. Et à l'école, ça se passe comment, ce caractère, justement? Qu'est-ce qui te caractérise quand t'es à l'école? Parce que t'es quand même donc t'es plus à t'es à Villepinte? Je suis à Villeparisis après. À Villeparisis. Ah ouais, c'est vraiment, c'est à côté, quoi. Mais c'est la campagne à l'époque. C'est la campagne. Que t'es né en quelle année? Je suis née en 1977. Ça situe un petit peu le personnage. Et donc, ouais, à l'école, qu'est-ce qui se passe là? Parce que là, t'es entre 2 frangins, tu te fais ton caractère, et après l'école, j'imagine, c'est un peu pareil. Tu te retrouves dans le... C'est 77, c'est plus 93. Ah oui, c'est 77. Et dans le 77, là, tout le monde, tu fais ta place. Alors, en arrivant sur Villeparisis, je suis quand même... Alors, oui, j'ai mon caractère, mais je suis très, très timide. À l'époque, quand je dis ça aujourd'hui, on rigole, parce que c'est vrai que je parais pas du tout timide, mais à l'époque, j'étais une enfant très, très, très timide. La chance que j'ai eue, c'est que mon frère, donc comme on a 1 an d'écart, donc on se suivait. Donc on allait à l'école, on devait marcher 1/4 d'heure, je pense, pour aller à l'école à Villeparisis, et on y allait tous les 2. Donc voilà, au démarrage c'était difficile parce que c'est pas facile de se retrouver dans une nouvelle classe avec des nouveaux camarades, puisque je suis partie de Villepinte. Et puis très vite je me suis trouvée, parce que je suis quand même quelqu'un de très sociable, et puis je me suis trouvée une amie.
Donc, je me rappelle encore ton prénom, Isabelle, et qu'on s'est suivi jusqu'au CE1. C'était pas bien grande à l'époque. Non. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, alors timide, mais quand même sociable, tu marches, t'es en région parisienne, et puis si aujourd'hui on se retrouve quelques années après, qu'est-ce qui t'a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui fait que t'es une nouvelle personne? Quels ont été un petit peu les grands tournants dans ta vie qui ont fait que t'es la personne que t'es aujourd'hui? Alors, c'est une grande histoire. Et bon, on a le temps, ça tombe bien. C'est une très longue histoire. Donc, de Villeparisis, voilà, ben, je me caractérisais par ma personnalité. C'est-à-dire, je sentais que j'étais une aventurienne. J'avais envie de m'évader. Je me sentais différente des autres déjà à l'époque. Tout le monde se faisait leur place, avaient plein de copines. Moi, je comprenais pas, j'arrivais pas à me faire plein de copines. J'en avais qu'une, mais j'en avais pas plusieurs et j'arrivais pas à comprendre pourquoi à cette époque-là, tout le monde avait beaucoup de copains, copines, mais pas moi. Bon, moi, je continue mon petit chemin comme ça de route et puis nos parents décident de partir juste à côté, une ville qui s'appelle Mitry-le-Neuf. Donc, j'avais 10 ans à cette époque-là. Et puis bah pareil, on arrive dans cette ville-là, la campagne aussi, avec une maison un peu plus grande. Voilà. La campagne de l'époque aujourd'hui, ça peut être très campagne. Vitry-le-Neuf, Villeparisis. Ah, ça reste un peu la campagne. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous dis, on reste une famille très modeste, puisque même cette maison-là, on n'avait pas de toilette. Notre toilette était au fond du jardin. Et on n'avait pas de douche non plus, donc il fallait se laver au lavabo. Donc comme à l'époque. Donc nous, on se retrouvait toujours... c'est un peu le Jura que tu décris le joie de vie. Mais bon, pour nous, on pensait que tout le monde vivait comme nous. Donc on se rendait pas compte. C'est simplement quand je suis arrivée au CE1, donc à Mitry-le-Neuf, à l'école Henri Barbusse. Pareil, un peu, toujours timide, j'ai du mal à aller vers les autres, j'y vais quand même, je capte toujours une copine, et que cette copine habitait au bout de ma rue d'ailleurs, qui s'appelle Déborah, et qui est aujourd'hui ma belle-sœur, c'est rigolo, mais on est restés 8 ans vraiment très très amis. Et toujours avec cette sensation de me dire pourquoi tout le monde a plein de copains-copines et moi je reste toujours un peu à l'écart. Donc voilà, c'était ça en fait, un peu mon enfance, un peu l'injustice de se dire pourquoi tout le monde arrive à avoir plein d'amis mais pas moi. Bon, t'en as déjà une, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai que c'était beaucoup parce qu'elle est devenue quand même... pour moi, c'était une grande famille puisque j'allais en vacances avec eux, je partais en vacances avec eux, je mangeais chez eux, j'étais tout le temps fourrée chez elles, quoi. Mais pourquoi t'étais pas chez les parents? C'est très difficile à en parler parce que c'est on va dire que nos parents ont eu une enfance aussi assez chaotique et puis l'amour je le ressentais pas dans notre famille en fait, c'était pas bien, enfin bien entendu c'était pas de leur faute, mais on n'avait pas les petits bisous, les petits câlins, on n'avait pas aussi cette grande tablée ensemble. Mon père travaillait, donc il rentrait tard le soir, il avait envie d'être tranquille, nous on avait fini de manger. Donc du coup, on allait dans notre chambre. Alors, heureusement, j'avais mes frères, donc on pouvait s'amuser. Donc je recherchais, parce que dans ce côté timide aussi, je suis une grande romantique. Et puis j'ai beaucoup d'amour à apporter. Donc je cherchais en fait une famille un petit peu qui donne de l'amour. Et chez Déborah, c'était une famille de témoins de Jéhovah et qui m'ont apporté énormément en fait. Je me retrouvais chez eux comme une vraie famille. Donc j'ai grandi auprès d'eux et ça m'a apporté beaucoup déjà de structure, voilà, c'est ça. Et c'est ça en fait, je pense, c'est ce que j'ai recherché toute mon enfance, une structure, un cadre. Et là, je l'avais retrouvé chez cette famille en tout cas. La belle histoire que démarre. Et du coup, là, c'est une enfance où tu recherches ton existence, ta façon d'exister. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans ta vie, on peut aller beaucoup plus loin si tu veux, mais c'est toi qui gères la conversation. Comment, à un moment donné, tu sens que tu trouves une place et que il y a une existence qui prend un peu plus de sens? Alors en fait, je me rendais pas compte parce qu'en fait, nos parents nous suivaient pas spécialement au niveau scolaire. Qu'on rapporte un 20 ou qu'on rapporte un 10, qu'on rapporte un 5, pour eux, tant qu'on était bien, ça les dérangeait pas.
Moi, ça me dérangeait parce que j'avais envie un petit peu, comme je dis toujours, une structure, un cadre. Et chez cette famille, en effet, c'est ce que j'avais retrouvé, puisque Déborah, quand elle a rapporté une mauvaise note, oui, elle avait la fessée ou alors une grosse dispute. Et bien entendu, je me suis laissée aller avec cette famille. Et puis à 16 ans, parce qu'on grandit vite, je me suis retrouvée à 16 ans. 16 ans. Oh, qu'est-ce que je vais faire de moi ? J'ai rien, je suis toujours au lycée. Là, j'ai débuté cette première année, mais c'était compliqué parce que j'étais nulle à l'école, je comprenais rien, j'avais pas envie d'être là, je m'ennuyais, j'avais juste envie de m'évader, découvrir le monde, je sais pas pourquoi, tout le temps à vouloir aller plus loin, mais je ne savais pas comment. Et à 16 ans, j'ai dit, Laurence, prends les choses en main, fais quelque chose de toi. Et puis, je rencontre un petit copain qui était sur Villeparisis. Et je décide de quitter ma famille à 16 ans. Et je dis, maman, papa, je prends ma chambre, entre guillemets, mes affaires, et je vais vivre chez lui. Mes parents, comme d'habitude, fidèles à eux-mêmes, écoute, vas-y. Alors, la grand-mère n'avait pas compris. Vous laissez une gamine de 16 ans partir. Elle veut faire sa vie, elle fait sa vie. Je suis partie. Alors, c'était compliqué pour moi parce qu'il y avait aussi un cadre. Et moi, j'ai pas grandi autour d'un cadre. Et là, il y avait des règles, il fallait manger à l'heure, il fallait être à l'heure. C'était compliqué pour moi, mais ça me faisait du bien aussi. Alors, je suis restée 4 ans avec ce garçon chez ses parents. On a vécu donc 4 ans ensemble chez les parents. Mais c'était compliqué parce que je trouvais que justement, il y avait trop de cadres pour moi et j'avais envie de m'évader encore une fois. Trop de contraintes, des heures, faut manger à telle heure. Et je suis pas comme ça en fait. Je suis pas faite pour ça. Et je rencontre le père de mon fils 4 ans après et je pars encore une fois. Je ne pose pas de questions, je pars avec lui. Je me retrouve avec le père de mon fils. Là, on a vécu 10 ans ensemble, mais je m'ennuie. Je m'ennuie parce qu'il est très casanier, pas d'aventure. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je me recherche toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce qu'en fait, je ne savais pas. J'essayais de découvrir auprès des films. Les gens me disaient toujours, Laurence, on vit pas au travers des films. Mais je me disais, ouais, mais il y a une aventure à chaque fois, puisque je suis plus une aventurière, donc je regarde que des films d'aventuriers. Et je me dis, mais c'est pas ça la vie, c'est pas de rester dans une maison avec du matériel, oui, avec un enfant, ok, mais un mari qui m'apporte pas ce que j'aimerais, en fait, voilà. Et je décide de partir encore une fois. Et je rencontre un autre homme, Cyril Blanchard. Et il m'a fait découvrir réellement ce que je voulais, quoi, l'aventure, vraiment. C'était dur parce que sortir d'un cadre qu'on m'a donné du coup au travers d'autres familles. D'un seul coup, il me dit, tu veux aller où ? Tu veux faire quoi de ta vie ? C'est quoi tes projets ? Mais je n'en savais rien du tout. Et c'est bien parce que ça m'a fait réfléchir et dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, Laurence ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Pose les choses. Et grâce à Cyril, j'ai pu découvrir ce que c'était vraiment de s'évader, d'être moi. Et aujourd'hui, oui, je vis au travers de toutes ces aventures, de partir, de pas avoir peur, surtout parce que on nous donne tellement cette peur quand on est petit, mais fais pas ça, tu te rends pas compte, tu vas partir. Aujourd'hui, t'as trouvé un travail qui te convient, t'as des collègues, t'as des amis, t'as une maison, t'as une voiture. Ouais, mais ça me suffit pas. Ça me suffit pas, mais t'as un bon salaire, vous avez une belle voiture, vous avez tout. Ça me suffit pas encore. Et aujourd'hui, je peux le dire, on vit autour d'une maison avec un petit hameau où il y a une quinzaine de maisons, il n'y a pas grand-chose, il y a la nature, il y a des arbres, il y a les petites montagnes. Et voilà, on se pose plus de questions. Et je me suis retrouvée à ce moment-là, j'ai dit ça y est, d'être entourée de tout ce monde avec le matériel où tout le monde doit avoir la même chose, une belle voiture, une belle maison. Oui, au démarrage, j'ai voulu ça parce que je voulais faire comme tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me dire j'ai ça parce qu'il faut avoir ça. Aujourd'hui, j'ai moins. On a beaucoup moins parce qu'on a tout quitté. On a osé le faire.
quitter un travail où on avait vraiment un salaire, mais alors plus que confortable. Moi, j'ai pas honte de dire qu'on touchait tous les deux 15 000 euros. J'ai pas honte. Je sais qu'en France, on n'aime pas dire, on n'aime pas donner nos salaires. Moi, j'ai pas honte. On vivait bien. Nos enfants, ils ont tout eu. C'est vrai que nous sommes une famille recomposée. On a essayé de donner tout ce qu'on pouvait, l'amour avec, parce que bien sûr, comme je vous le disais, comme je te le disais aussi, je ressentais pas ça étant petite, mais aujourd'hui, je sais ce que c'est que donner de l'amour et recevoir. Et je pense que voilà, on a tout donné pour moi en tout cas. Bien sûr qu'on fait des erreurs, on n'est pas les meilleurs, hein, on n'est pas les meilleurs parents, on n'est pas la meilleure maman, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Et aujourd'hui, nos enfants sont grands et c'est vrai que Cyril un jour m'a dit, voilà, pour mes 40 ans, ma chérie, tu dois choisir ton endroit. Et l'endroit, c'était Lyon. Je suis partie à Lyon. On est parti à Lyon. J'ai dit, j'aime bien cet endroit parce qu'il y a la montagne, parce qu'il y a la nature à côté. Lyon, pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y avait le travail, il y avait encore du matériel. On se retrouve dans une belle maison, une grosse piscine, j'ai un bon salaire, encore une fois. Donc, on recherche toujours ça, toujours. Et dès que j'y suis, je suis pas bien. Ça y est, elle est partie. Je laisse pas trop partir en général mes invités, même si c'est tentant de les laisser partir. Mais pour la compréhension de ton parcours et aussi comprendre comment tu es devenue une championne de ta vie, visiblement. Tu parles de donner le meilleur de soi-même, de la recherche du bonheur, voire même de l'amour. On a fait un saut de puce entre la jeune fille de 16 ans qui cherche un cadre et puis aujourd'hui la femme épanouie, visiblement en tout cas, qui est satisfaite de pas grand-chose, de peu, et c'est beaucoup pour toi. Mais tu dis quand même que tu avais un gros salaire, donc à 16 ans t'as pas trop de diplôme, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est ta révélation, hormis le fait que tu rencontres un jeune homme pendant 4 ans qui va quand même te guider avec sa famille, et puis après un mari qui te guide aussi avec un fils, mais c'est passé des choses pour toi. T'avais pas de diplôme, mais t'as réussi à faire ton trou quand même. C'est vrai que moi je sors simplement d'un CAP fleuriste. J'ai fait aussi un CAP de cuisine parce que sortie de l'école en seconde, donc j'ai pas fini l'année, je suis partie et j'ai dit non, en fait, je veux travailler, je veux être indépendante. Donc je suis partie à faire des CAP. Alors c'est parce que c'est mes deux passions, hein. J'aime la cuisine et j'aime les fleurs. Et donc là, je me suis retrouvée. Je dis waouh, génial, je travaille, puis il y a du monde. Alors forcément, de rentrer dans un monde d'adultes a été compliqué aussi pour moi. Parce que là, encore une fois, il y a encore un cadre, il faut respecter. Bien sûr, je suis quelqu'un qui respectait énormément les autres, mais là, c'était toujours des conflits à chercher. Alors bien sûr, en plus, on travaillait avec une équipe de femmes. Moi, j'étais qu'une gamine de 16 ans qui comprenait pas. Il fallait écouter l'adulte. Hein. Nous, on nous a toujours éduqués comme ça. Faut écouter l'adulte. Bien sûr, j'écoute l'adulte, et c'est que ça. C'est Laurence fait ci, Laurence fait ça, Laurence fait pas ci, Laurence fait pas ça. Et ça me gonflait, mais je pouvais pas le dire, j'avais pas le droit, j'avais que 16, 17 ans, t'as pas le droit de dire les choses, Laurence. Mais ça me brûlait au fond de moi de dire, mais t'es qui pour me parler comme ça? C'était difficile, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre, c'était un truc de fou quand même. Et donc pendant 4 ans, j'ai fait 2 ans de CAP de cuisine, 2 ans de CAP de fleurs, où je suis tombée sur des patrons très difficiles parce qu'à l'époque, en plus, le harcèlement moral n'existait pas. Moi, je peux dire, je me suis fait harceler moralement, mais alors vraiment. Mais comme j'étais nulle à l'école, je voulais prouver quelque chose à moi-même. J'ai dit, Laurence, tu vas réussir ces diplômes. C'est un minimum au moins. Donc j'ai réussi, il n'y a pas de souci, j'ai obtenu, j'étais fière. Hein. Aujourd'hui, on te dit, t'as eu 15 CAP? Ouais, j'ai eu 15 CAP, mais j'étais fière parce que je sors d'une école qui était difficile pour moi de rester assise sur une chaise avec un cahier où j'arrivais même pas à comprendre ce qu'on nous demandait. Mais bien sûr, j'ai pas eu non plus que des mauvaises notes, j'étais pas la dernière de la classe. Mais c'était difficile, c'était pour moi c'était du forcing, quoi. Et comme j'ai ce côté comme rebelle en moi, je comprenais pas qu'on nous infligeait des choses qui nous plaisaient pas. Entre autres les maths. Je ne comprenais pas les maths. Voilà pourquoi, en fait, j'ai bien sûr démarré ma vie, pour moi, à 16 ans. J'ai démarré ma vie à 16 ans, donc en affrontant les adultes, en confrontant les adultes, parce que j'ai eu, bien entendu, des insultes quand même par rapport à mon patron, dès que je commençais à me rebeller gentiment. J'ai entendu une fois « connasse », quoi. Et je suis revenue, je dis, comment vous pouvez me dire ça? Mais comme j'étais faible et que pour moi, j'avais le droit de rien dire, je me laissais faire. Jusqu'au jour, et je suis repartie, et je repars. Parce qu'on me dit souvent, Laurence,
mais tu restes pas en place. Non, non, j'ai pas à subir. Je n'aime pas ça, subir. Donc oui, je suis partie. Ça me va pas, je pars. Je dois pas rentrer chez moi, infliger à ma famille mon mal-être. Donc, je ne vais pas bien, je pars. Donc en plus, je suis pas partie pour partir, parce qu'à chaque fois, j'ai évolué. Ça doit pas être facile pour ton chéri, ça. Enfin, tes chéris. Mais là, je parle pour moi, pour le coup, parce que te connaissant rebelle et quand ça va pas, je m'en vais. Ça met la barre haute pour les gens qui sont en face de toi quand même. C'est vrai, parce que je dis toujours, je regarde jamais derrière moi, j'avance. Et c'est pareil avec les conjoints. Ça va pas. On essaye 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, si on est chaque fois à recommencer des conflits, non, je pars. C'est vrai, je pars parce que je trouve. Oui, on dit souvent qu'on a une vie. Moi, je dis on en a plusieurs. En tout cas, on n'en a qu'une mort et la mort, c'est terminé. Il n'y a plus rien, c'est le néant. Et j'ai pas envie demain, sur mon lit de mort, me dire je regrette de pas l'avoir fait. Alors, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec Cyril, c'est différent puisque il est exactement comme moi. Donc, j'ai pas l'impression d'être devant quelqu'un qui est buté à dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien ce que tu dis, c'est pas bien ta réaction. Au contraire, c'est de chercher à comprendre. Et quand moi je suis quelqu'un qui écoute, j'écoute les gens, j'entends pas, j'écoute. Je fais attention à ce qu'on me dit et à ce que cette personne a de plus profond en lui. Alors c'est comme ça que je le ressens en tout cas avec toi, puisque ça fait maintenant 18 ans et bientôt 19 ans qu'on est ensemble. C'est une première parce que c'est comme le travail, moi tous les 4 ans je change. Et je n'ai pas changé. Ben oui, moi je pensais qu'on ferait que 4 ans tous les deux. C'est vrai. Tout le monde me disait. Et oui, je te l'avais dit d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'aime pas plus de 4 ans ou parce que je m'ennuie, parce que... Et d'ailleurs, quand j'ai changé encore de travail, j'ai évolué, parce que, comme on me disait Laurence, elle est nulle à l'école, j'ai voulu me prouver à moi-même, donc dans la continuité. Je suis arrivée chez Truffaut il y a des années de ça. C'était en 1997. Je suis arrivée juste vendeuse experte. Et puis ensuite, je suis arrivée chef de rayon, chef de groupe. Super. Bon, je rencontre Cyril Blanchard. Bon, je change de magasin. Je vais chez Jardiland. Et encore une fois, j'arrive chef de groupe et j'arrive directrice. Bon, on déménage. Donc là, je change pas pour changer parce qu'on déménage. Et puis après, je vais encore me prouver à moi-même. Je me retrouve grossiste en fleurs, donc toujours dans le domaine des fleurs, parce que je suis très passionnée de fleurs. Et bon là, c'était compliqué, bien entendu, les horaires, 3h du matin, voilà. Mais encore une fois, j'ai voulu me prouver à moi-même qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour être directrice. C'est simplement que j'étais... en fait, je m'engage toujours quand je fais quelque chose. Et c'est comme tout, c'est comme toi, mon mari, c'est comme même les conjoints que j'ai eus à l'époque, je m'engage. Oui, mais ça dure 4 ans. Mais ça dure que 4 ans. Et c'est vrai qu'avec tous les travails, ça durait que 4 ans. Et d'ailleurs, la dernière boîte qui m'avait embauchée me dit, mais ça nous fait peur. Parce que tous les 4 ans, vous changez. C'est exactement ce que mon directeur m'avait dit. J'ai dit, vous, de faire en sorte que je ne m'ennuie pas. Et il m'a dit à ce moment-là, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Moi, je pensais pas faire un petit pré-burn-out à l'époque. Mais c'est pareil avec les conjoints. C'est vrai que je trouve que de rester toujours... Alors, attention, je dis pas à tout le monde de faire pareil que moi. Ça, c'est mon ressenti depuis que je suis toute petite. J'ai envie de m'évader. Et j'ai de la chance avec Cyril, on s'évade tout le temps. On peut le voir sur les réseaux. Pourquoi je partage sur les réseaux? Parce qu'on va me dire, qu'est-ce qu'elle a apporté? Non, j'ai rien à apporter, vous avez raison. J'ai juste à apporter une seule chose, le bonheur et oser. Parce qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas. Je sais qu'il y a tellement de personnes qui sont frustrées. Je sais, puisque j'étais une personne qui était frustrée à l'époque. Et ce partage, c'est de dire, si on ose, si tu veux... Alors moi, j'aime bien cette phrase-là. Quand on veut, on peut. J'adore. Et il y a pas longtemps, il y a un ancien collègue qui me l'a écrit. Je me souviens, Laurence, que tu m'as dit ça. Et aujourd'hui, ça lui fait sens, cette phrase-là. On a toujours une phrase qu'on retient d'une personne. Et aujourd'hui, je suis heureuse que cette phrase a donné du sens à quelqu'un, voilà. Moi, pour l'instant, ce que je retiens, c'est la recherche du bonheur dans ce que tu nous racontes. Mais ce bonheur qui semble, pour certains, peut-être éphémère.
Et tu le confirmes parce que tu dis, on aurait tendance à croire, et t'as eu tendance à croire que ça durait que 4 ans. Le bonheur, ou 4 minutes, ou 4 secondes d'ailleurs, parce que on peut faire des équations aussi, parce que si c'est un bonheur vif et très très fort, ça peut durer que quelques secondes. Si c'est un bonheur qui est plus latent, ça peut durer quelques minutes. Et si c'est un bonheur de vie, ça dure, ça pourrait durer une vie dit comme ça. Mais non. Et ça confirme ce que disent beaucoup de gens aussi, comme dans la passion, l'amour, ça dure 3-4 ans, quoi. 7 ans maxi. Alors c'est quoi la recette pour faire en sorte que ça dure? C'est de pas rester, c'est-à-dire inactif, ça veut dire rester en place. Moi, je suis pas quelqu'un qui reste en place, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde me dit. On me dit, mais tu restes pas en place, que ce soit même à la maison. Si je dois même recevoir, je vais bouger dans tous les sens. C'est comme ça. Et dans la vie, c'est pareil. On reste pas en place. Et c'est vrai que tous les deux, on a déménagé je ne sais pas combien de fois. J'ai pas envie de compter, mais ça me dérange pas. Aujourd'hui, on est là. Et demain, on sera ailleurs. Et en fait, c'est ce que j'aime. Le fait que tu me dises, on part. Allez, tu choisis ta destination. Alors, ça a été au démarrage des remises en question, parce que tu dis, mais attends, je vais quitter mes amis, encore un travail où je me suis, ça y est, trouvé un petit peu, le matériel, les amis, parce qu'on avait beaucoup d'amis dans le Nord quand même, hein, on recevait beaucoup et on se faisait recevoir, tout quitter comme ça. Mais oui, Laurence, c'est ce que t'aimes. D'ailleurs, j'avais une collègue qui m'avait dit ça une fois, parce que je dis, oh, j'arrête pas, oh là là, tous les week-ends, on est pris. C'est fatigant. Là, ouais, d'ailleurs, on me dit souvent, t'es fatigante, Laurence, vous avez une vie fatigante. Mais en fait, quand il y a une collègue qui m'a dit, je me souviens, m'a dit, mais Laurence, si tu n'avais pas ça, tu t'ennuierais. Donc ce mot ennuyer, voilà, ne m'appartient pas. J'aime pas m'ennuyer, je déteste m'ennuyer, j'aime pas réfléchir, j'aime pas penser. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Je fonce. Parce que les gens souvent me disent, ouais, mais tu te rends compte, t'as pas pensé à ci, t'as pas... Non, désolé, je suis pas comme vous, je pense pas. Je n'arrive pas à penser. Et en fait, ça me fatigue de penser. Donc, j'ai cette faculté de pouvoir poser mon cerveau à côté de ma table de nuit et dire, ouais, je vais faire une superbe nuit. Voilà, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est pareil dans ma vie. Voilà, et j'ai cette chance-là aujourd'hui. Alors souvent on me dit, vous avez de la chance d'être comme ça dans votre couple, t'as de la chance d'être avec Cyril, t'as de la chance de l'avoir rencontré, t'as de la chance. J'entends ce mot-là. Non, c'est pas une chose, c'est pas une chance. J'ai eu cette chance. C'est pas une chance. Parce que on la provoque, la chance. Si tous les deux on avait écouté tous les on-dit dans le départ, et puis tous les deux on a eu quand même des séparations pas très faciles. Aujourd'hui, on serait pas ensemble. Et j'ai voulu quand même forcer la main en disant, ah, je sais que lui et moi, on est compatibles. Il y a quelque chose. Si je passe à côté de ça, je vais le regretter plus tard dans mon lit de mort. Je pense toujours à ça. Et j'ai bien fait aujourd'hui. C'est quand même fort, notre amour, parce que à l'époque, tu oses quitter une femme que tu as connue depuis tout petit, avec 2 enfants, c'est pas facile. Et en plus, tu avais une stabilité et un cadre, et une femme merveilleuse, on n'avait rien à lui reprocher. Tu avais tout pour être heureux. Mais toi, tu as fait comme moi, c'est-à-dire qu'un jour, à 30 ans, il s'est posé à dire, est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que je dois être posé? Est-ce que je dois subir? Et c'est dur, parce qu'on doit prendre des décisions qui sont difficiles, parce qu'on sait qu'on va être jugé. C'est ça qui est difficile, c'est d'être jugé après. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à écouter les autres? Ou on a vraiment envie d'écouter ce qu'on a au plus profond de nous, ça veut dire le cœur, pas la tête, mais le cœur, parce que la tête fait que non Cyril, surtout ne quitte pas ta femme, ça va être très difficile pour toi, tu vas subir des choses, tu vas entendre des choses que tu vas pas apprécier, et ton cœur a fait que t'écoutes toi, et tu t'es dit allez, je tente. Peut-être que, malheureusement, je vais peut-être faire une grosse bêtise, mais je ressens que je la ferai pas, cette bêtise. Et vous voyez, cette grosse bêtise, ça fait 19 ans ensemble. Et je pense pas que ce soit une bêtise aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense pas qu'on a fait une grosse bêtise, voilà. Et quand bien même si c'était une bêtise, tu l'as dit, il faut pas vivre avec des regrets, donc des fois on fait des bêtises et puis ça amène à du bonheur derrière. Donc, mais est-ce que d'ailleurs c'est pas une recette, c'est
Quand on veut faire une bonne omelette, que c'est ça qu'on dit, il faut des œufs cassés. Non, il faut casser des œufs. Non, les œufs, ouais, c'est mieux d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Mais on n'a pas envie de casser, quoi, en fait. On n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie d'avoir des... Ouais, t'as parlé du jugement aussi, t'as parlé de les conséquences, les dommages que ça peut donner aussi, une prise de décision. Et là, en fait, c'est chacun peut recouper dans ce que tu viens de dire, plein de sujets, hein, subir ou agir, la prise de décision par rapport à ça, écouter ses émotions, écouter son cœur. Et c'est des sujets tellement récurrents qu'on entend un peu partout, dans le sport, dans l'entreprise, dans ses choix professionnels. Qu'est-ce qui te ferait... Voilà, finalement, on dit souvent oui, mais oui, mais. Et puis en fait, ce qui se cache derrière oui, mais, c'est souvent des peurs. Qu'est-ce qui fait que t'as pas peur ou que t'as peur, toi, d'ailleurs, dans ces situations-là? Il y a 2 choses que j'ai peur. La nuit et les araignées. Ça, c'est vraiment les 2 choses où j'ai peur. Et le reste, en fait, je me dis, si j'ose pas, je saurai jamais. Alors, oui, bien sûr que j'ai cette peur. Là, quand tu m'as dit, allez, je vais te podcaster, j'ai une petite peur, entre guillemets, dire, tiens, je vais parler, moi qui n'aime pas parler, j'aime pas qu'on m'écoute, c'est comme ça, je suis un peu pudique, hein, je reste toujours pudique, un peu timide, hein, quand je dis ça, les gens rigolent aujourd'hui, hein, mais je reste toujours un peu timide quand même. On peut prendre l'exemple d'ailleurs, parce que ça, je te connais, moi, je te connais bien quand même, hein. Mais ta première réaction, c'est pas de dire j'ai peur. Ta première réaction, c'est de dire quoi? Vas-y, je te pose la question. Est-ce que tu es prête pour? D'ailleurs, je dis pas on fait. Je dis est-ce que tu es prête pour faire un podcast avec moi? Et tu réponds? Et je réponds au démarrage. Non, parce que là, on va faire autre chose. Ouais, et t'es poli. Non, oui. Tu réponds non. Non, et avant, t'as plus de 30 ans, hein, mais avant, t'aurais dit non et tu me casses les machins. C'est vrai. Avec ton truc. Donc, parce que, justement, t'aimes pas subir et t'aimes pas les contraintes et tu es libre. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le non et puis le fait de te retrouver à la table en face de moi? Alors en plus, j'aime pas décevoir. J'aime pas décevoir les gens. Et surtout ceux que j'aime, hein, bien entendu. Hein, surtout ceux que j'aime. Et puis je me suis dit, et puis c'était toi aussi un jour qui lui avait demandé, ce serait bien qu'on me podcaste, parce que voilà, je trouve que d'écouter des personnes, c'est inspirant. Alors, je dis pas que je suis inspirante, mais peut-être que je serais inspirante pour 1 ou pour 2 personnes, et je serais très contente de l'être, en tout cas, d'apporter quelque chose. Moi, j'ai toujours lu, parce que j'aime pas lire, vraiment, à part les Picsou quand j'étais petite. Mais ce que j'aime lire, c'est les histoires que les gens ont vécues. Et j'adore, parce que je m'inspire d'eux. Je me suis vraiment inspirée d'eux. Donc, en disant, il y a pire que nous. Il y a ton personnage préféré? Mon personnage... Je parle de Picsou, mais je pense pas que ce soit Picsou. Mais... Alors, j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai pas de personnage préféré. Je ne suis pas fan de qui que ce soit. Je m'accroche pas aux personnes. Voilà, je ne m'accroche à rien. Ça peut être difficile pour des personnes parce que quand les gens disent « t'es mon ami, t'es ci, t'es ça », c'est cool. Mais je sais que c'est éphémère. Aujourd'hui, j'ai 48 ans bientôt. Et des amis, j'en ai eu des tas. Alors oui, on a encore quelques amis très proches où ça fait 17 ans ça fait 17 ans qu'on se connaît. Mais d'autres, malheureusement, je m'attache pas. Pourquoi? Parce que ça fait mal de s'attacher à quelque chose. Tout le monde t'avait dit, et je m'en souviens, puisqu'on m'avait dit la même chose, toi et Cyril, pas plus de 2 ans. Avec ton caractère, toi, on parlera pas du mien, c'est pas mon podcast, c'est le tien. Mais t'as un caractère... En gros, t'es tellement... Allez, t'es une lionne, oui, on peut le rappeler aussi. Tu t'énerves vite, on va dire les choses. Oui, impulsive. Très impulsive, etc. Tu te bats vite avec des gens, donc on voit vite une Laurence. Parce que là, tel qu'on t'écoute, on pourrait croire que t'es une femme très docile, mais non, sur le fond, on entend bien qu'il y a pas... il y a de la douceur sur la forme, mais sur le fond, il y a beaucoup de caractère. Et tu sais ce que tu veux, même si tu dis que tu cherches ta place, mais tu sais surtout ce que tu veux pas, et t'es pas prêt face à l'injustice et face à des comportement injuste, tu vas pas te laisser faire. Moi, je t'ai vu te battre, donc oui, je sais d'où ça vient, et vous le savez maintenant aussi, un 9-3, t'es pas Kerry James dans les quartiers, mais ça me rappellera une petite anecdote à Sébastien Cornette, d'ailleurs, que je salue au passage, dans notre podcast sur le pont de ma vie. Mais il y a beaucoup ce côté rebelle en toi. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'agit avec le temps? Qu'est-ce qui fait que finalement ça dure plus de 2 ans? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien savoir ça quand même. Oui, parce que faut savoir quand même, dans le 77, où on était proche du 9-3, il fallait prendre sa place. Hein. Donc moi, j'étais une faible. À l'époque, on me donnait des coups. Je les redonnais pas. Je les redonnais pas parce que je savais pas me battre. Et un jour, je suis rentrée, je me souviens, j'avais 11 ans.
ouais, 10-11 ans. Je suis rentrée à la maison, je pleurais. Et j'avais une jolie robe que ma mère venait de m'acheter en plus. Et je me rappelle de cette fille qui m'avait donné un coup de pied dans le dos et je suis tombée dans une flaque d'eau, donc ma robe a été détruite. Et ma mère elle m'a juste dit, ma fille, il faut que tu saches te battre. Et tu verras, quand tu vas te défendre, quand tu vas t'énerver, la personne en face de toi aura peur. Bon, j'ai pris, et c'est vrai, j'ai fait ma place. Après, j'ai dit, allez Laurence, tu fonces dedans. Et je m'en suis pris des gifles, mais j'ai donné aussi, j'ai rendu des coups. Et en fait, t'es obligé. Donc, quand je suis arrivée au collège, après, pareil, à Mitry-Claye, et pareil, il y avait, il y a toujours des bandes. Hein. Et du coup, je me laissais plus faire, c'est vrai. Je me battais parce que, et en fait, à ce moment-là, quand je me battais avec ces personnes-là qui se battaient avec moi, je me suis aperçue que, ouais, j'étais une vraie lionne, quoi. Je suis vraiment une folle même, parce que je savais pas que je pouvais me battre comme ça. Et cherchez pas, par contre, hein, parce que je suis toujours cette gentille personne qui veut pas faire du mal. Par contre, l'injustice, je le comprends pas. Je sais pas pourquoi on fait du mal ou on dit des choses méchantes alors que tu mérites pas. Et à ce moment-là, ouais, là, je deviens plus la Laurence. Je dis toujours cette phrase-là, je suis ange ou démon. Prends ce côté ange, parce que le jour où je sors le côté démon, oui, c'est démoniaque, quoi. Et en fait, même moi, je me reconnais pas, et même les autres, parce que toi, tu m'as vu me battre, t'as eu du mal à me reconnaître au niveau de ton regard. Moi, je me souviens, c'est ton fils. On était en camping, dans un camping, et puis nos deux loulous, ils arrivent. Laurence, il y a un petit garçon là, il nous a tapé et tout. Quand je suis arrivée, le petit garçon qui avait 14 ans, alors que nos loulous avaient 10 ans, Mathieu, et quand il est rentré, il a dit, Laurence, tu m'as vraiment fait peur. Je n'ai pas reconnu ton regard. Parce que oui, je me transforme, c'est vrai, parce que j'aime pas l'injustice, j'aime pas qu'on fasse du mal aux gens gratuitement. Et pourquoi je me suis assagie parce que on va moins me chercher aujourd'hui, où je suis pas non plus entourée avec des personnes compliquées. En revanche, tu sais bien, je suis toujours ce côté impulsif, ça veut dire que dès qu'on va me marcher sur le pied, à ce moment-là, il n'y a plus la petite gentille Laurence, elle se transforme. Donc on me connaît comme ça quand même, hein, on sait que je suis comme ça. Voilà. Et tu rends 2 fois plus qu'on t'a donné dans les deux sens d'ailleurs, quand c'est positif, tu sais que t'es, voilà, pour le coup je rentre un peu dans la sphère connaissance de toi, mais oui, c'est vrai que si on te fait mal une fois, tu vas faire 2 fois plus mal. C'est vrai. Et si on te donne une fois de l'amour, tu vas donner 2 fois plus d'amour. C'est exactement ça. Je me trompe pas trop? Non, pas du tout. Donc la clé là-dedans, c'est savoir donner l'amour et pas de la haine. La haine, ouais, c'est tellement vrai. Pourtant, tu as grandi dans un environnement où il y avait de la haine, je sais pas si il y a de la haine, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut faire sa place. De la haine, on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre. Comment tu transformes, toi, tu dis, je me suis aussi transformé. Comment t'as évolué par rapport à ça, à être un peu plus docile avec toi-même ou à être un peu moins violente, entre guillemets? Oui, parce que la violence, elle est là, et à un moment donné, oui, c'est des discussions d'ailleurs que j'avais avec d'autres dirigeants, ça, qui me disent, ouais, mais si on est toujours dans la violence, dans le côté rébellion, en fait, à un moment donné, on n'évolue pas, quoi. C'est quoi le stade d'après pour toi? Alors, le stade d'après, déjà, j'ai de la chance de t'avoir rencontré parce que tu me canalises beaucoup. Bon, il y a que ça, vraiment, ça fait du bien, et il n'y a pas que ça. J'espère. Il n'y a pas que ça, parce que j'ai toujours donc travaillé, et en effet, on choisit pas ses collègues, on est bien d'accord. Et pareil, forcément, il y a toujours des conflits, il y a toujours des on-dit, il y a toujours, c'est compliqué quand on travaille à plusieurs, hein. Même si on a une amie ou deux entre guillemets, mais il y a toujours à côté. Moi, je travaillais dans une jardinerie où on était 100, donc c'était compliqué. Donc je m'en vais de ça et ça me fait du bien. Tu retrouves une autre société, encore une fois, un peu plus petite, et pareil, encore, et toujours toxique pour moi. Et je me dis, mais mince, c'est dommage, parce que j'aime tellement travailler, et tu me connais, quand je travaille, je me donne à 100%, c'est comme si c'était ma boîte. Et à ce moment-là, encore une fois, des conflits, parce que encore des couteaux dans le dos, alors que moi, je comprends pas, parce que je me dis, mais mince, on est tellement au travail plus qu'à la maison, on devrait transformer un havre de paix. Mais non, ça se passe pas comme ça, parce que l'autre veut ta place, parce que l'autre est jaloux. Ouais, ce mot jaloux m'insupporte, en fait, parce que moi, je suis pas jalouse, seulement si on touche à mon homme. Je ne suis pas une jalouse des autres, au contraire, je me satisfais de la réussite des autres. Et
Et à chaque fois, encore une fois, tu rechanges de société et ça recommence. Et ça, c'est pareil encore une fois, parce que vous savez, j'ai 48 ans aujourd'hui et je me dis encore, j'ai pas du tout... Alors, je travaille à mon compte aujourd'hui et j'en suis satisfaite sans l'être non plus, parce que du coup, je me retrouve seule à travailler, mais au moins, personne va me planter des couteaux dans le dos. Hein. Moi, je suis tranquille, hein. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même s'il y a des erreurs. C'est vrai que je me sens mieux et c'est grâce à ça, parce que du coup, je m'agace pas à cause des autres, parce que les gens m'agacent à cause de la connerie humaine, entre guillemets. Je ne comprends pas de vouloir faire du mal alors que ça pourrait bien se passer. Ou c'est comme la dernière société que j'ai faite et ça me plaisait, enfin, je trouve quelque chose qui me convient à 100%, mais non, ça continue. On fait des réflexions, on te parle comme si tu avais 20 ans et mais c'est pas possible. Et moi, comme je suis quelqu'un de rebelle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit stop, je pars. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de rester? Et encore une fois, le mot subir. Je ne veux pas subir. Donc, je suis partie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien avec moi-même. Je me sens bien avec moi-même. Je suis heureuse parce que cette fois-ci, j'ai plus de conflit et j'ai pas à subir. Et puis, là, cette fois-ci, mon sourire, il est vrai parce que j'ai toujours souri, même quand j'étais triste. J'ai toujours souri, même quand j'allais pas bien. Mais des fois, tu te dis, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de dire, mais c'est pas possible. Mais voilà, alors aujourd'hui, c'est vrai que je me suis jamais retrouvée professionnellement parlant, mais, alors c'est bête, mais aujourd'hui, je travaille à mi-temps à mon compte. Oui, forcément, on n'a pas les mêmes salaires qu'avant, mais je me sens pas moins riche, au contraire. Je me sens plus riche de pas subir et de pas entendre, je suis désolée de le redire, mais cette connerie humaine qui m'entoure, donc c'est quelque chose de toxique que je supportais plus, quoi. Mais ceux qui t'écoutent, là, qui se disent, peu importe l'environnement, qu'il soit professionnel, sportif, familial, on choisit pas sa famille, pareil, on choisit pas toujours son sport, on choisit pas son entreprise. Et puis un jour, comme tu dis, on croit en avoir trouvé, mais après, il y a des éléments toxiques, des relations toxiques qui font que, on ne se trouve plus à sa place. Donc, toi, tu t'en vas et tu fais autre chose. Puis à un moment donné, oui, mais on se dit, on va pas toujours fuir. Et la solution que tu sembles pas implorer, mais nous invoquer aujourd'hui, c'est d'avoir créé ton propre environnement. C'est ça. Mais pour parler du travail, on a la tentation quand même, c'est toujours d'aller chercher, de répondre à des demandes, enfin des offres en tout cas, pour présenter sa candidature et puis avoir un salaire. C'est de présenter ses compétences, ses soft skills, etc. pour dire voilà, et je serai bien pour vous. Et puis oui, force de constater, tu dis ça marche 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après on va faire autre chose. Mais à force de fuir, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu trouves cet équilibre? Parce que moi je vois ta transition, hein, mais je sais qu'elle n'est pas encore finie d'ailleurs. Et moi s'en faux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'air plus en paix? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je suis en paix avec moi-même puisque je fais des choses qui me plaisent, en fait. Déjà... Tu fais quoi? Alors, je m'occupe de la conciergerie. T'es une concierge? Oui. Tu fais du ménage? Je fais du ménage. Alors, les gens, ils vont vous dire, elle fait du ménage. Ah oui, c'est quand même pas très glorieux. C'est pas très glorieux, hein. Ça donne pas envie, hein. Ton image de la société, c'est quoi, là, sur ton CV? C'est que tu mets femme de ménage? Non, je dis, je m'occupe de la conciergerie. Donc la conciergerie, c'est vaste. Enfin, je veux dire, c'est en effet des remises de clés, c'est le contact avec les clients pour l'arrivée, pour beaucoup de choses en fait. Donc aujourd'hui, je m'occupe de ça à mon compte. D'ailleurs, c'est grâce à une société laquelle j'avais travaillé il y a 2 ans où je m'occupais que de la conciergerie. Donc, du coup, j'ai continué. Ce qui fait que aujourd'hui, ça me plaît. Alors oui, voilà. Oui, en effet, j'ai acquis beaucoup d'expérience toutes ces années. Hein. Moi, on m'a dit, aujourd'hui, tu devrais faire un VAE parce qu'avec tout ce que tu as fait. Donc là, je suis en train de le passer. Hein. Je fais un VAE, bac+2, niveau 5. Ça m'aidera beaucoup mieux à faire le ménage, truc de ouf. Et non, vous savez pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans ce petit coin de la tête. Lorsque tu vas être face à des personnes un petit peu haut placées, de dire, c'est bien de dire, t'as un bac+2, niveau 5. Encore soigné. Hein. On n'est jamais soigné parce que... le regard des autres. Le regard... mais ça juge tout le temps. Ça juge tout le temps. C'est important pour toi encore aujourd'hui? Oui et non. Oui, c'est bête à dire, mais oui et non. Non, parce que en fait, maintenant, forcément, bientôt 50 ans, parce que même si c'est que dans 2 ans, ça va vite, on s'en fout.
de ce que vous pensez. Et puis, en même temps, je me dis, c'est toujours cette satisfaction, parce qu'au moins, on m'a toujours dit, Laurence, elle est nulle à l'école. Il y a peut-être toujours ce petit démon à côté, là, qui te dit, tu resteras toujours nul si tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc, c'est très contradictoire à chaque fois avec moi-même, tu vois. Je suis bien comme je suis, mais il me faut quand même ça à côté. C'est fou, hein, quand même. Hein. Tu t'en fous, je suis en train de noter. Ouais. Je m'en fous de ce que pensent les gens. C'est ça. Mais je m'en fous pas de cette petite voix à l'intérieur. Ouais, au fond, pour moi. En fait, c'est peut-être pas pour les autres, c'est peut-être pour moi, pour dire, tu vois, Laurence, on t'a toujours dit, t'es nul, mais en fait, tu réussis quand même, t'as réussi dans ta vie. Ouais, moi, je me souviens aussi encore, parce que je me souviens des phrases, hein, ce que je dis, hein, on se souvient toujours des phrases que les gens, que ce soit négatif ou positif. Je me rappelle, cette fille, Barbara, elle m'avait dit, tu seras poissonnière, toi. Alors, en plus, j'avais même pas une grande gueule parce que j'étais timide à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait me dire, oui, elle sera poissonnière, mais et elle m'avait dit ça parce que j'étais nulle à l'école, parce que en classe sur 25, j'étais 20e, quoi. Alors, c'est même pas, la petite voix, c'est même pas la voix d'un professeur, d'un parent, d'un adulte, c'est la voix d'un enfant. Ouais, sûrement. Qui n'a aucune importance sur le papier, quoi. Mais pourtant, non. Ça t'a conditionné. Ça nous conditionne, c'est dingue. On n'oublie pas la preuve. Je n'oublie pas, et pourtant, j'avais que 10 ans. Et cette Barbara qui aujourd'hui écoutera cette conversation se dira j'ai pesé fort dans la vie de Laurence Chevalier à l'époque. Exactement. Alors qu'en fait c'est juste une toute petite voix de rien du tout, mais ça gâche une vie quand même. Exactement, c'est ça qui est dingue. Comment on fait pour se soigner de ça? On se soigne pas, parce que la preuve, on arrive à dire au bout de, donc comme j'avais 10 ans, au bout de 40 ans presque, on se souvient de cette phrase qui t'a fait du mal. C'est dingue. Jamais soigné. On n'est jamais soigné, c'est pas vrai. On penserait bien sûr, je vais pas penser à Barbara tous les jours, hein, je te rassure. Mais il y a toujours des petites voix comme ça, à droite, à gauche, qui sont ancrées dans ton cerveau, que tu n'oublies jamais. Et c'est mon cas aussi, parce que je suis quelqu'un comme je suis quelqu'un de rebelle et que j'aime pas spécialement frapper, je fais du mal avec mes mots des fois, et je me dis, j'espère qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui pense à des choses que j'ai dites, parce que c'est ancré en nous, ces choses qui t'ont fait du mal. Voilà. C'est triste, mais c'est vrai. Et on n'oublie jamais. Bon, en même temps, j'allais dire, je pense que tu en as blessé beaucoup sans t'offenser, parce que t'as le chic d'avoir des petites phrases des fois qui font mal. Ouais, c'est vrai. Et je pense que tout le monde en est le témoin, ceux qui connaissent en tout cas. Mais pour autant, alors on pourrait le dire c'est un peu négatif, effectivement, et tu pourrais avoir une mauvaise conscience par rapport à ça, mais en même temps, c'est ce qui t'apporte une grosse énergie. Si Barbara n'avait pas été là, tu serais peut-être pas là où poissonnière, je serais peut-être poissonnière aujourd'hui. Parce que Barbara, au moment où elle m'a dit ça, je me suis dit... Et on a tout un respect pour les gens qui vendent des poissons, qui vont les pêcher, qui vont les préparer pour qu'on puisse avoir dans notre assiette un très bon poisson. D'ailleurs, et je recommande d'ailleurs le livre Fish, qui est un des best-sellers. Tu l'as lu d'ailleurs celui-ci, je le partage à tous mes collaborateurs, enfin les collaborateurs qui travaillent avant Fish, parce que justement cette fameuse poissonnerie dans l'Ouest américain, je ne sais plus où d'ailleurs, c'est passé au marché de poissons, c'est le plus bel endroit du monde où on trouve du bonheur, alors que c'est le pire des métiers où ça pue, etc. Bref. Et c'est ce qu'on explore d'ailleurs avec toi, ce côté fiche là. Qu'est-ce qui fait tu parles de la quête du bonheur, donc il y a quand même cette phrase qui t'a marqué. Ça a été une énergie pour toi, et puis cette quête du bonheur. Donc finalement, la quête du bonheur, c'est grâce à cette Barbara, peut-être. Et donc tu peux la saluer là. C'est le passage. Tu m'entends? Nous étions en CM2 ensemble à Henri Barbius, Nitrilneuse. Et peut-être grâce à elle, tu as pu te défendre au collège et puis te battre avec des... C'était encore avec une autre fille, ça, parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Il y a eu une Vanessa à l'époque aussi, qui a su, qui m'a tapé, qui m'a fait du mal aussi. Et puis grâce à elle, pareil, je me suis défendue. Enfin bon, comme je dis encore une fois, il y a des gens qui t'ont marqué dans ta vie. Il y en a beaucoup, moi, dans ma vie, qui m'ont marqué parce que j'aime pas qu'on me fasse du mal, mais en positif et en négatif, bien entendu. Il y a les deux sens. Positif, il y en a beaucoup plus que négatif. Et d'ailleurs, heureusement. On sent plus pour l'instant les pics, les cicatrices dans ce que tu nous racontes. Peut-être qu'après, on va voir plutôt les côtés, les fleurs, plutôt que comme on disait d'ailleurs, d'Ormesson, la rose, les épines. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est plus dans les épines que dans la rose. Mais c'est grâce à ces épines-là que ça pique et justement, qu'après, ça fait la montée de sève, la montée d'énergie. Ton pire moment professionnel? Mon pire moment professionnel,
Alors, si je réfléchis bien, mon pire moment, ça a été malheureusement quand j'ai fait le pré-burn-out, parce que je m'attendais pas du tout à faire à ce moment-là. Alors, on va pas entrer dans les détails, même si certains pourraient aimerer en savoir plus. Et je vous invite à rentrer en contact via ce podcast ou via ton profil, tu disais sur ton Instagram. C'est Lolo au summum. Tout est dans le titre. Mais c'est simplement pour se dire finalement, est-ce que c'est pas le déclencheur du meilleur derrière, quoi. Ah bah si, ça a été ça. Parce que là, j'ai touché le fond. T'as touché le fond. Ah, j'ai touché le fond. J'ai dit, là, stop. Là, ça y est, c'est bon, t'arrêtes. Alors, c'était compliqué, hein, tu l'as bien vu, parce que tu l'as subi, puis... C'était pas tombé dans une bonne période parce que c'était au moment où mon mari a eu son accident de voiture. Donc au moment où moi je fais mon pré-burn-out, super, de la maison en plus on venait de déménager. Et là j'ai touché le fond, j'ai dit mais je vais aller jusqu'à où comme ça. Donc le fait que tu aies aussi tout quitté, ça m'avait inspiré. Putain, fallait oser quand même le faire, de tout quitter. Une grosse société où t'étais quand même directeur général de 50 magasins. Et moi, je suis restée 2 ans après toi dans cette société. Et quand le Covid, après il y a eu le Covid. Alors là, ça a été pour moi, ça a été le déclencheur, quoi. J'ai dit mais c'était la première fois de ma vie que j'arrivais à me poser et à pouvoir lire ce livre Fiche. Et l'instant présent aussi, ce livre était super. Et j'ai pu lire parce que moi qui aime pas lire, j'ai pu me poser lire. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais je suis vraiment une folle, quoi. Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Te prouver à qui? À quoi? Après quoi je cours? C'est fou, quoi. Et ça a été, ça a été pour moi. Alors, pour le Covid, pour des personnes, peut-être que ça a été compliqué. En tout cas, pour moi, ça a été un événement hyper positif. Et à ce moment-là, derrière, j'ai tout quitté aussi. Tout lâché. On savait pas où on allait. J'ai dit, on va à la campagne, on se trouve une petite maison et on s'enferme dans notre campagne, puis on verra bien. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on s'est enfermé dans cette campagne et puis on s'en sort super bien. On n'est pas les riches, on n'est pas les plus riches du monde, on n'est pas les plus pauvres du monde, mais on est heureux. Et cette quête de bonheur, elle est là, elle est présente, elle n'est pas fausse, elle est plus toxique. Elle est vraiment existentielle, quoi. En parlant d'éléments toxiques, tu as parlé des relations toxiques. Moi, je trouve aussi que dans les éléments toxiques, en tout cas, qui pouvaient poser problème, il y a l'argent, la relation à l'argent. T'as dit qu'on en a eu, et malheureusement, j'en sais rien si c'est malheureusement, mais toi, t'es une grande cigale, t'es pas du tout une fourmi. Ça, c'est un jugement de valeur, mais c'est en même temps un fait. Et moi aussi, je suis pas vraiment fourmi, c'est-à-dire que je mets pas de côté. Donc, on a fait des erreurs stratégiques tous les deux dans notre évolution, c'est-à-dire qu'on a tout dépensé. Et c'est peut-être que c'est un bonheur d'ailleurs finalement, parce que ce grand saut qu'on a fait, on l'a fait sans, en lâchant les amis parce que on est parti loin, lâchant les boulots parce qu'on les a laissés de côté pour faire quelque chose de complètement différent pour ce qui me concerne, et puis toi, comme tu dis, par la suite. Et en plus de ça, on n'avait pas mis suffisamment de côté, nous ont rappelé tous nos copains fourmis. Et Cyril, c'est pas bien ce que tu as fait. Et tu mets en péril ta famille, ta femme, etc. Et c'est pas bien. Donc, première chose à faire, là, je fais juste une petite parenthèse, mais souvent on me pose la question à moi, et je pense qu'on te la posera à toi, c'est au travers de ce parcours-là. Mais s'il y avait qu'un seul conseil à me donner pour ne pas me planter, souvent on dit oui, faites attention à l'argent. Donc moi, le conseil que je donne souvent, c'est avant de faire le grand saut, prenez rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine, chose que j'avais jamais pris le temps de faire. En tout cas, j'ai pas tombé sur les bons. Et pour le coup, mon ami Nicolas m'a dit, écoute Cyril, la première chose à faire, c'est quand même au moins de trouver un crédit pour votre maison. Et si t'arrives quoi que ce soit demain, Laurence aura au moins de quoi se loger. Donc, t'as eu ta petite maison, on a eu notre maison, et voilà, on a toujours notre crédit évidemment, mais en tout cas, s'il m'arrivait quelque chose, parce que moi on me dit souvent, oui, aventurier, sportif, etc., il y a quand même des risques, donc s'il m'arrive quelque chose, le crédit, au moins il y a l'assurance du crédit, et tu peux vivre dans cette maison-là, bien en paix. Ça, ça me soulage moi aussi de savoir ça, quelque part. Quand je fais du parapente, je suis pas trop inquiet, je sais que s'il m'arrive quelque chose, t'auras toujours ta petite maison où t'es heureuse. T'es dans ta maison, t'as moins qu'avant, mais tu dis que t'es pas plus mal. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, 5 ans après, aujourd'hui, tu sens que le bonheur, il est pas bien loin, puisque c'est ta... Alors déjà, j'ai cette chance-là de pas être matérialiste, donc je m'attache pas du tout au matériel. Donc
Aujourd'hui, on a tout. On n'a pas besoin de racheter puisque au démarrage, toi et moi, on est parti vraiment à zéro. On a tout lâché quand on est parti. On a tout laissé. On n'est pas parti avec un fauteuil, rien. Donc on s'est construit quand même. Voilà, on a tout acheté. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va changer des meubles toutes les semaines, ni tous les mois, ni tous les ans. Et attention, encore une fois, c'est pas du tout une critique. C'est chacun fait ce qu'il veut. Et puis l'argent qu'on gagne aujourd'hui, on le met là où on est bien. Donc, c'est-à-dire, oui, on se permet des week-ends, on peut même partir au Japon, mais on ne le met pas du côté matériel. Donc, on n'a pas la plus belle voiture, on n'a pas la plus belle maison, mais qui est très jolie. T'es riche de quoi aujourd'hui? Je suis riche de tellement peu, en fait. Oui, mais quoi? D'amour, de la nature, tout ce qui m'entoure. Tous les matins, mais vraiment tous les matins, et sans exception, quand j'ouvre les yeux, j'ai cette gratitude de me dire qu'est-ce que j'ai de la chance. On est face à ma fenêtre là, et on entend les oiseaux, on entend la nature, on entend même quand la pluie elle tombe, ça me dérange pas. Mais on est tellement bien. On n'est pas face à ce monde qui court partout. Je suis pas face à ce monde qui se font du mal, parce que la violence, je la supporte pas du tout. Donc, c'est ça mon bonheur. Je fuis quand je vais faire des courses, je vais dans un petit Carrefour Market qui coûte la peau des fesses, mais je m'en fiche, c'est juste que je veux pas être entourée de ce monde qui pense qu'à dépenser. Moi, je suis plus, j'ai jamais été non plus comme ça, mais encore moins aujourd'hui. Donc c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui. Je pense que si on avait comme celle-ci, là, cette petite cabane tout autour des bois et tout, je pense que je serais encore heureuse. J'ai pas besoin de grand chose pour être heureuse en fait. D'être avec mon amoureux. Ça, c'est une grande chance, je le sais. Et d'avoir la santé, surtout. Et il y a pas longtemps, j'ai subi une chirurgie, parce que j'avais des petits problèmes de fibrome. On savait pas si ça allait être cancéreux. J'y pense pas parce que je suis pas quelqu'un qui pense, je vous le répète. Parce que Cyril me dit, ça va, ma chérie, tu penses pas que... Mais non, faut pas penser tant qu'on m'a pas dit que quoi que ce soit. Parce que si on commence à se faire du mal, à dire peut-être que je vais avoir ci, peut-être que je vais me transmettre du coup. Alors j'ai pas envie de penser. Je pense pas. Et je dis que je vais bien. Au contraire, je vais plutôt à l'inverse dire je vais bien. Et quand un mois après, on a eu les résultats et que mon médecin m'a dit tout va bien, vous êtes en forme, je suis la plus heureuse du monde alors. C'est ce qui me rend heureuse. C'est malheureusement tous ces morts qu'on voit autour de nous qui ont perdu la vie très jeune, je vis au travers d'eux. Et c'est vrai, quand j'étais petite, j'aimais bien me promener au niveau, je fais une aparté, mais au niveau du cimetière. Pourquoi ? Parce que les morts sont pas toxiques, ils peuvent rien dire les morts. Et c'est vrai ce que je vous raconte. Et je leur parlais. Et je les connaissais pas, mais surtout aux plus jeunes, je leur parlais. Et je disais que pour toi qui es mort jeune, j'ai pas le droit de me plaindre. Pour ceux qui ont des cancers, qui vont malheureusement partir, j'ai pas le droit de me plaindre. En fait, je vis comme ça. Cette gratitude, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi t'es toujours heureuse? Pourquoi on a le droit d'être un peu malheureuse? On a le droit. Oui, bien sûr qu'on a le droit. Mais moi, j'ai des trous la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'étais pas bien. C'est comme ça. Et je le dis. Oui, bien sûr que je le ressens. Des fois, on n'est pas bien. Des fois, on se sent pas bien. On sait pas pourquoi alors qu'on a tout pour être heureux. Et il y a des fois, j'ai un trou noir. Je me sens pas bien. J'ai envie de pleurer. Alors, il y a peut-être la préménopause qui travaille, j'en sais rien. Mais non, ça arrive, c'est normal. Et il faut l'accepter. Je l'accepte, je m'en veux pas, je lui en veux pas à ce moment où je suis pas bien, mais c'est pas grave. Et je le sais parce que je me dis, demain ça ira mieux. Et c'est comme ça, je relativise énormément. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je dis pas qu'il faut fonctionner comme ça, mais en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. On aimerait bien. Oui. Mais bon, fort heureusement, content d'entendre que ça t'arrive toi aussi d'avoir ces moments de doute ou des moments des moments de noir ou de moins bien en tout cas. Pour partager ton quotidien, je sais qu'ils sont rares et c'est pour ça que ça me questionne. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce podcast, quand on m'a dit tiens Cyril, quand même, ce serait
Ce serait formidable si vous pouvez entendre Laurence, de voir un petit peu son parcours à elle, parce que toi, ce que tu racontes, ce que tu as vécu, etc., on sent bien qu'il y a toujours elle derrière, ou devant ou à côté. Et je vous confirme qu'effectivement, elle est souvent devant moi, parce que moi, des trous noirs et des coups de pas bien, moi, hormonalement parlant, je suis pas fait comme toi. Et des coups de pas bien, j'en ai souvent. Et des pensées négatives, j'en ai énormément. Donc oui, c'est ce que je suis peut-être allé chercher en toi, c'est une personne qui se pose pas toutes ces questions-là. Si il suffit d'aller dans un cimetière pour aller mieux, peut-être que c'est ça la clé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont influencé ta façon d'être, certains diraient ton mindset, ton état d'esprit en fait, qui est assez léger. Et c'est pas du tout offensé que de dire léger, hein, c'est au contraire, c'est cette légèreté. On aimerait bien l'avoir un peu plus souvent dans nos vies, quoi, pour nous connecter avec cette gratitude de l'amour, de la nature, de la santé, ces choses simples. Ça, c'est les grandes théories. Mais toi, c'est pas une théorie, c'est ton quotidien, c'est la façon dont tu vis. Comment t'arrives? Alors, est-ce qu'il y a d'autres recettes que celle d'aller dans un cimetière et de parler avec les âmes? Puisque oui, tu parles avec les âmes. Oui, je parle avec les âmes. Moi, j'ai une énergie énorme. En fait, c'est de voir... Alors, attention, je trouve ça triste de dire de voir plus mal que toi. Non, je dirais pas comme ça parce que j'aime pas le malheur. Et puis en plus, on a bien coupé tout ce qui est info justement pour éviter tout ce qui était toxique autour de nous. Non, c'est de me dire mais j'ai construit cette vie aujourd'hui où je me sens bien, je me sens heureuse. En fait, c'est ça le secret. C'est que ça y est, je ne subis plus. Il y a des fois, je vais encore subir parce qu'il y a 15 jours encore, je cherche encore un petit peu pour voir si je trouve un job qui me correspond. Donc, on sent qu'il y a toujours encore quelque chose qui nous rattrape et c'est normal. C'est pas anormal. Donc, des fois, je regarde et encore une fois, je vais encore peut-être regarder le regard des autres parce que je vais dire c'est vrai que les gens ils vont me dire ah là Laurence ça fait si. Après je me dis mais pourquoi tu veux te justifier? T'as pas à te justifier, tu es heureuse. Tu subis à nouveau. Et on subit. Donc mais ça me fait du bien en fin de compte d'être des fois de tomber un peu dans mon trou noir parce que à ce moment-là je me relève et je me dis et là, quand je me relève et je me sens encore 10 fois plus heureuse, je me dis mais regarde t'as tout. Il y a des gens, encore des bonnes personnes que l'on rencontre autour de nous et grâce à ce que tu fais d'ailleurs, je vais parler de Louis-Christophe et de Mylène. Voilà, il y a encore des gens autour de nous, quand tu les rencontres, c'est positif, ils sont heureux, ils se construisent un bonheur à eux, c'est ça en fait. Moi, je vais m'entourer aujourd'hui de ces personnes-là qui sont inspirantes et qui sont heureux avec ce qu'ils ont. Et c'est de ça que j'ai besoin. Et c'est vrai que quand j'entends des personnes qui sont négatives entre guillemets, et alors attention, parce qu'il y en a vraiment, c'est pas de leur faute. Que tu les aides, tu as envie de les aider parce que moi j'aime aider les gens, et qu'en fin de compte, tu vois que un mois, 2 mois, 3 mois après, ça bouge pas, ou même un an. Tu dis, il est en train de piquer toute mon énergie là, et en fin de compte, ils vont pas s'en sortir parce que ça les rassure d'être comme ils sont. Alors je les juge pas, mais je les laisse. Et donc je m'entoure de personnes qui sont inspirantes. C'est comme ça, c'est ça la clé du bonheur pour moi. Il y en a qui méritent des baffes quand même. Et je le dis en connaissance de cause par rapport à toi, parce que toi aussi, à un moment donné, t'as mérité quelques baffes et on t'en a filé. Barbara t'a filé une baffe quand même. Non, c'était Vanessa, ça. Ah, Vanessa, pardon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas dans le sens... il y a s'éloigner des personnes toxiques. Toi, pour laisser peut-être qu'après les énergies, il y a des choses comme ça, je m'éloigne. Non, mais quand je dis on met des baffes à des gens, c'est dans le sens, pas dans le sens, il mérite des baffes, mais il changera jamais, je lui mets une carte, mais... Comment, toi, est-ce que tu as un exemple, parce que toi, tu en as reçu, et ça t'a permis de changer? Oui. D'avoir des baffes? Oui. Même si tu avais le sentiment de suivre, peut-être à un moment donné aussi. Moi j'ai souvenir de t'avoir mis face à un public et tu voulais pas, et puis le fait d'y être allé, après ça allait, tu t'es soigné, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'en gros, allez, 2 questions. La première, c'est toi, quelle est la plus grosse baffe que tu as reçue, peu importe de qui d'ailleurs? Pas quand t'étais petite, quand t'étais plus grande, quand t'es adulte. Et tu dis finalement, ça m'a fait du bien et me voilà ce que je suis aujourd'hui grâce à cette gifle et les conséquences de cette gifle. Et puis ma deuxième question viendra après. Non, j'ai pas de souvenir qu'on me donnait une gifle. Ah, pas une vraie, hein. Ah oui, mais c'est pour ça que je pense que je le... C'était l'image. Ah oui, ok, d'accord. C'est pour ça que ça sonne bien.
Ah si, J'en ai eu. Roger, t'en as peut-être mis une de temps en temps, quand même. Oh, j'étais petite. Et donc, adulte, ouais. Adulte. Alors, le problème, c'est que je suis pas rancunière. Parce que, j'oublie très vite les choses parce que, tu me connais. Donc, à ce moment-là, elle s'est aussi reçu la gifle qu'elle m'aura donnée. Donc, comme je suis pas rancunière, j'oublie très vite les choses. J'arrive pas à me souvenir après des choses. Je suis pas rancunière. J'oublie après. Des fois, on me dit, tu te rappelles, tu m'as dit ça. Non, j'ai oublié. Ou tu te rappelles, je t'ai dit ça. Tant mieux, j'ai oublié. Voilà. Parce que je reste tellement dans le côté positif que tout ce qui est négatif, j'essaie de l'oublier. En fait, c'est pas que j'essaye, c'est que ça part tout seul. Donc, j'arrive même pas à me souvenir qui m'aurait vraiment fait. C'est plutôt un déclic plutôt qu'une gifle. C'est plutôt, j'appellerais un déclic. Des déclics, j'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune. Déclics en vieillissant, comme ça me vient pas non plus, parce qu'on en a des déclics. Tiens, on va parler de sport. Ouais, tiens. Ça change. Ah oui. Parce que justement, un déclic. Oui. On parle beaucoup du travail, de ta vie, de ton émancipation en tant qu'individu, pas seulement en tant que femme. Et dans le sport, peut-être que là, t'en as pris des baffes ou des clics pour... Ah, ça c'est vrai. Ah oui, parce que moi, au démarrage, alors, à part le vélo et je faisais un peu de tennis, étant petite, je faisais pas grand-chose. Moi aussi, j'ai beaucoup marché, parce que ça, j'aime la marche. Mon père a eu son permis à 42 ans, donc on faisait nos courses, croyez-moi, ça m'a cinglé les mains avec mes parents, et c'était à plus de 40 minutes, voire des fois 1 heure de la maison. Donc, je portais des sacs hyper lourds, et c'était des boîtes de conserve avec des sacs plastiques qui te cinglaient les mains. Non, mais genre, on va me dire, mais c'est vrai, petite maison de la prairie, c'était un peu ça. Et le sport, donc c'était plus comme ça, donc marcher, vélo, parce que j'étais toujours avec mon VTT. Le sport, c'est pas du sport, mais ça fait partie de ta vie, l'activité physique. L'activité physique fait partie de ma vie, les randonnées, j'ai toujours fait des randonnées. Donc quand on s'est rencontrés et que tu courais, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé parce que j'étais nulle. C'est le cross qu'on appelait ça quand on était petit. J'arrivais toujours, alors je courais comme une débile parce que je savais pas comment courir au début. Donc j'étais devant tout le monde et puis à la fin, je me retrouvais la dernière forcément. J'aimais bien, c'était le chocolat à la fin. Le chocolat est chaud. Et j'étais nulle en course à pied, mais parce que je comprenais pas la course à pied. Ça me fatiguait. Et puis avec toi, je me suis dit mais jamais. Il m'a dit ouais viens on va courir. Non mais ça va pas, je suis pas faite pour ça. Donc le déclic a fait qu'il n'y a pas eu de déclic, c'est qu'il a été très doux. Prends ton vélo puisque tu aimes faire du vélo. Et puis je le suivais en vélo. J'avais toujours mon VTT avec Cyril au début. Puis un jour il m'a dit on va faire un back and run, c'est ça. Et moi j'en ai chié. Ah c'était une gifle là. Arrête après le gifle. J'ai pris une gifle. J'espère que tu le rappelles. Il fallait en plus, il me dit allez, t'inquiète que tu gardes le vélo. Ouais d'accord, le vélo, sauf qu'il m'a pas dit qu'il y avait des pentes, il y avait des côtes et qu'il fallait porter le vélo sur toi. Il y avait un gars, il me voyait en chier, il me dit je peux même pas vous aider. Putain, et le vélo il pesait 1 tonne et tout, je me rappelle, donc je me suis retrouvée encore la dernière. Donc voilà, il y a eu aussi, je courais 1 fois par semaine, après je faisais 7 km, il m'a emmené à Chambéry, cette course de 17 km sur la neige. J'en ai chié. Je cours au début toute contente. Tout le monde m'a dépassé. Puis là, je regarde Cyril, je fais mais qu'est-ce que je fous là? Je te pose pas de questions, quoi. Ah, si, c'est vrai que je pose des questions. Sur la course, je pense là. Quand tu penses, c'est pas bon. Là. Exactement. Dès que je pense, de toute façon, c'est pas bon. Et pareil, je me suis retrouvée avant-dernière, puisqu'il y avait l'adjoint du maire qui est arrivé dernier du classement. J'en ai chié aussi. Donc, au début, j'étais comme en classe, nul. C'est un peu ça. Et petit à petit... mais t'es pas dans... Non, j'étais pas dans les premières. C'est sûr que si on se compare aux autres, on a besoin d'être nul. Mais oui. Si on regarde que le chrono ou toi, ce que tu as été capable de faire, là, ça retire la notion d'être bon, de ne pas d'être pas bon. C'est juste si on se compare aux autres. Après, j'étais fière parce que je dis quand même, tu viens de faire 17 km. Voilà, même si c'était pas dans les... c'était un déclic. Pas se comparer aux autres. Avec sa performance personnelle et voir ce qu'on a fait, t'étais fière de toi à la fin. Ah oui, j'étais très fière de moi. Malade, mais très fière. Et puis, j'ai continué. Après, j'ai pris plaisir de courir. Alors c'est ça qui est étonnant, d'ailleurs c'est un truc qui revient un peu souvent dans mes conversations plus sur l'objectif finisher, mais même dans le champion de ma vie quand même, parce que j'ai le plaisir d'accueillir des personnes qui sont dans l'endurance. Et dans l'endurance, il y a souvent cette notion qui revient, il n'y a pas de...
sport et tout. Alors je parle même pas de l'aspect professionnel, mais il y a peu de contextes dans lequel on va prendre une grosse estime de soi ou se reconnecter à soi-même, la connaissance de soi, si ce n'est dans ces moments-là de course à pied ou de marche. Mais d'ailleurs, c'est pas un hasard si on fait des pèlerinages de longues marches parce qu'on se reconnecte avec soi. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de ça quand tu te mets à courir? Je fais pas l'apogée de ce sport, c'est pas mon intention, mais quand même, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et en quoi tu te sens différente, meilleure ou je sais pas, qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu parlais de déclic tout à l'heure. Encore une fois, tu dis, tu vois, t'étais pas capable, entre guillemets, puis aujourd'hui, t'arrives à faire une course. C'est bête, mais quand on avait fait les Templiers, la Templière, c'était dans les débuts encore. Au début, quand je courais, j'étais plus dans les dernières, et après, sur 1000, je me retrouve 500, j'étais fière. Tu vois, te dire, je suis au milieu cette fois-ci. Donc, pour dire que ça reste quand même quand t'es jeune et que t'étais plus dans les dernières. Alors, et la preuve, je cours. Alors les gens vont te dire 500 sur 1000, c'était pas terrible. Enfin les vrais coureurs. Alors que moi, j'étais fière. Tu te rends compte? Non, et oui. Et puis sur 500, j'étais 157e. Je me souviens. Ouais, ça y est, je me souviens très bien. Et j'étais fière. J'étais super fière de moi. Donc je pense que ça reste quand même des choses qui sont ancrées quand on était jeune et que quand tu fais un exploit comme ça, t'as cette fierté. Alors du coup, c'est peut-être parce que justement que j'étais toujours dans les derniers et que en vieillissant, tu te retrouves au milieu entre guillemets, qui fait que t'es heureuse. Alors que si t'es toujours premier et qu'un jour tu te retrouves deuxième ou troisième, tu dois prendre une gifle du coup. Là c'est compliqué. Alors quand t'as toujours été entre guillemets, alors c'est pas beau de dire nul, mais que t'as toujours été plutôt dans les derniers, tant mieux parce que dès que je me retrouve au milieu, je suis fière. Donc c'est peut-être ça aussi le secret. Faut toujours être dernier pour être premier. faut même voir la progression. Le secret peut-être, tiens, je vais le traduire avec mes mots, mais c'est de voir sa progression en fait. Ouais, c'est ça. D'où on vient, où on est, et puis après on sera demain, ça on sait pas de toute façon. Ça j'aime bien ce que tu dis parce que je le dis souvent. J'aime bien dire, faut pas oublier d'où on vient. Et toi, t'aimes pas regarder le passé? Non, je déteste regarder le passé. Mais quand j'étais jeune apprenti, parce que j'ai commencé à être apprenti, t'avais toujours des responsables au-dessus de toi qui te faisaient du mal et toujours à t'engueuler, machin. Et je me disais, non, ça doit être le métier. Ensuite, quand t'es vendeur, t'as encore un responsable qui tout le temps encore t'engueule, comme une enfant. Tu dis, ça doit être le métier qui doit être comme ça. Encore une fois, tu progresses, tu es responsable, tu as encore un autre responsable au-dessus de toi et qui est toujours en train de te faire des remarques et tout. Et un jour, c'est ça en fait aussi, j'ai oublié de dire, c'est que ma vengeance, c'est de dire, attends, je vais être responsable pour voir ce que ça fait, pour voir ce qui se dit. À mon avis, dans leur réunion, ils doivent dire, faut être méchant ou je sais pas. Donc, je vais tester. Non. Et c'est là que tu dis, c'est vraiment l'être humain. C'est l'être humain qui est con. Et je le dis avec mes mots, parce que je suis directe. Pourquoi être comme ça? Pourquoi être méchant? Respectez les uns et les autres et vous verrez, ça se passera bien. Et j'étais fière d'être directrice et de pouvoir parler correctement à mon petit apprenti et jusqu'à mon plus haut responsable. Et on a fait une réussite. On a fait une réussite. En revanche, quand on est tout le temps en train de, entre guillemets, engueuler ou dénigrer, tu réussis en rien. Mais que ce soit même aujourd'hui dans les entreprises, je le vois bien. Un patron qui fait son nanar là avec ses filles, je suis désolée, il réussit à rien. Alors qu'il pourrait, je l'ai bien vu, il pourrait aller loin, mais non. Donc c'est triste, mais n'oubliez pas ça les managers. Soyez sympas avec vos petits apprentis jusqu'aux responsables. Ce que tu nous dis là au travers de regarder dans le rétroviseur, c'est pas tant de regarder des instants de ton passé qui t'ont fait mal, mais c'est la progression et là où t'es parti pour arriver là où tu es. C'est ça de regarder dans le passé, c'est la progression, l'évolution. Bien sûr. Non, j'aime pas regarder le passé au passé. Par contre, on s'est construit avec le passé. Ça, c'est une certitude. Parce que des fois, les psychologues te disent, mais oui, mais le passé, machin. Je suis d'accord avec eux. On s'est construit avec le passé, la preuve, puisque je dis, je n'oublie pas Barbara, je n'oublie pas quelques points qui ont fait que j'ai progressé. Donc, prenons justement... Pourquoi on voit dans le passé d'ailleurs que ces points, alors les épines, oui.
Merci pour la rose et merci pour les épines. Bah là, on parle plus des épines, mais finalement aussi, si aujourd'hui t'es là où t'es aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont contribué à être ce que tu es aujourd'hui. Et pourquoi on parle que des épines alors? Non, tu parles pas que de ça dans ta vie, mais là aujourd'hui dans cette conversation, elle est menée comme ça. Est-ce qu'il y a des personnes à l'inverse si tu parlais de Louis-Christophe et de Mylène, mais on est dans le présent. On est dans le présent. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui ont été des accélérateurs pour toi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans ta vie de femme? Alors, oui, avec et pas moi. Ça c'est présent. Oui, bien entendu, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru en moi. Et ça, c'est super important. Et je les remercie aujourd'hui. Même, oui, là, je parle d'épines. Même ceux qui n'ont pas cru en moi, en fait, c'est ce qui a fait ma force d'aujourd'hui. Dire, c'est bien, en fait. C'est comme un petit peu les coachs, quand on dit, tiens, il dit, t'es qu'un nul, tu réussiras pas, non. En fait, des fois, ils le font exprès pour que cette personne-là se dise, tu vas voir si je vais pas réussir. Et en fait, donc je parle d'épines, mais qui sont devenues pour moi des roses, parce que si on m'avait coucouné, entre guillemets, si on m'avait tout donné, si on m'avait mis dans un joli coton, peut-être que je serais pas devenue la femme d'aujourd'hui. Et je dis toujours, donc ces épines, je trouve ça mignon, parce que comme je suis fleuriste, c'est mon métier, grâce à eux, et j'ai eu pourtant des sacrées épines, ils m'ont piqué, grâce à eux, je suis devenue cette femme aussi je dis toujours, ça m'a forgée. Voilà, on m'a poussée, mais peut-être qu'ils l'ont fait exprès pour me pousser, je ne connais pas la raison aujourd'hui, et peut-être que c'était involontaire, mais c'est pas grave. Et je dis toujours, mais vraiment, je les remercie, parce que aujourd'hui, grâce à eux, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc oui, il y en a qui ont cru en moi, bien entendu. Mais peut-être que c'était pas une force pour moi. Merci de me le rappeler. Parce que si on t'écoute, messieurs les managers et mesdames les manageuses, soyez plus dans la compassion, dans la gentillesse, la bienveillance, etc. En fait, non, ils rendent pas service à des jeunes qui auraient peut-être besoin d'être piqués des fois. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais au patron, parce que on en connaît plein. Et il nous dit, de toute façon, quand t'es gentil, tu te fais passer pour un con, et quand t'es méchant, tu te fais passer. Alors, je dis, c'est vrai. C'est vrai que des fois, il vaut mieux se faire passer pour un con pour de bon. Mais après, moi j'aime bien aussi les entreprises où il y a de la bienveillance. J'aime bien ce mot-là, la bienveillance. On a le droit de piquer. Déjà, on n'a pas le droit, parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est de dénigrer devant les gens. On a le droit de prendre quelqu'un à part et de se parler en tête à tête. Par contre, de dénigrer devant tout le monde, je trouve ça déjà dans l'injustice. Et puis alors là, moi, c'est une blessure profonde. On est vexé, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Ça t'a aidé aussi, je pense. Ouais, non, c'est parce que j'ai voulu les frapper. Oui, sur le coup, oui. Puis je me suis vengée surtout. Je peux pas dire comment, mais c'est vengée. Tiens, justement, on parle un peu des émotions là, et t'as fait dernièrement, c'est pas pour faire la pub pour ça, mais quand même, je sais qu'on parle beaucoup d'assessment, de la connaissance de soi, les questionnaires, etc. Ça n'a pas été une révélation pour toi, mais je pense que t'as découvert beaucoup de choses en faisant des analyses comme le disque, comme ce genre de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement le fait de comprendre un petit peu qu'on est différent, que les gens sont différents et qu'on les changera peut-être pas d'ailleurs, mais comment le regard que tu as sur indépendamment du fait qu'on est dans des couleurs, ça serait trop réducteur de dire qu'on a des couleurs, on va pas dire ça, mais voilà, tu as fait cette formation disque, profiling, et qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement principal pour toi? Alors, c'est vrai que j'ai accompagné quelques personnes parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans l'écoute, j'aime beaucoup écouter les gens et les accompagner. Et donc, j'ai accompagné quelques personnes dans ce métier, et puis j'ai voulu aller un peu plus loin avec le disque. En effet, on parle de couleurs. Alors, c'est génial parce que avant, alors je parle du bleu, il est en face de moi, rouge, bleu, et c'est une personne, alors je ne vais pas rentrer dans les critères de chaque couleur, mais en effet, cette formation m'a fait comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'il fallait justement, alors oui, se respecter par rapport à ça, mais il faut le savoir, il faut déjà connaître ces caractères de chaque personne, de chaque individu. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette formation, je me suis dit, ah ouais, on s'est posé des questions en disant, qu'est-ce que le bleu pense du jaune, puisque moi je fais partie du jaune, et qu'est-ce que le jaune pense du bleu?
Waouh. Moi, j'ai dit clairement, mais vous êtes coincés, quoi, les bleus, mince. Pourquoi pourquoi vous sauriez pas, pourquoi vous prenez tout au sérieux. Voilà, c'est exactement ça. Et eux, à l'inverse, pourquoi vous ne prenez rien au sérieux? Parce que les jaunes ne prennent rien au sérieux, entre guillemets. Et c'est là que c'est difficile. Moi, avant, je voulais que tout le monde soit comme moi, c'est clair. Mais pourquoi ils sont pas comme moi? Pourquoi ils relativisent pas? Pourquoi ça? Alors que non, c'est un trait de caractère. Il faut respecter ce trait de caractère. Il y en a, ils vont pas m'apprécier. Les bleus, entre autres, n'apprécient pas le jaune, entre guillemets, parce que c'est trop. On est trop. Voilà, ça c'est le mot qu'on m'a dit dans toute ma vie. Laurence, tu es trop. Je ne comprenais pas. Ce qui voulait dire ce mot-là, je suis trop. Oui, je suis trop, en effet. Et le bleu, il n'est pas assez. Il n'est pas assez pour moi, en tout cas. Et c'est ça. Et du coup, je ne juge pas les gens. Je n'aime pas le jugement. Mais tu te dis, bon, il a ce trait de caractère, faut le comprendre. En revanche, si lui ne me comprend pas à ce moment-là, parce que je veux bien faire des efforts de comprendre l'autre qui est en face de moi, mais en revanche, si l'autre ne comprend pas mon trait de caractère, là, on finalise par un seul mot, il est con. Même dans la formation, on se le dit, il est con. C'est comme ça, voilà. Et donc, cette formation, voilà, m'a écarté un petit peu de ce fait que je dois te dire pourquoi lui, il n'est pas comme moi. Pourquoi tu fais pas comme moi? Voilà, c'est ça. Que ce soit Profil 10, que ce soit de la ProcessCom, que ce soit, enfin peu importe les questionnaires qui existent aujourd'hui, c'est vrai que ça permet d'avoir un petit peu de recul sur les relations dites toxiques ou les relations quand elles fonctionnent bien aussi, on sait pourquoi, on prend de la distance par rapport à ça, et puis même ses propres relations intérieures. Qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi aussi, ce côté trop et en quoi tu te sens mieux aujourd'hui ou moins bien ou différente en tout cas? Alors en fait, avant, j'aurais pu m'adapter avec n'importe qui. Voilà, je passe une soirée, je m'adapte avec n'importe qui. Mais il y a un moment, tu te dis, il y a quelque chose qui passe pas. Et en fait, je me suis dit dernièrement, ça doit faire un an. Je pense que grâce à cette formation aussi, j'ai dit, on n'est pas compatible. Et ce mot-là, il est venu il y a que un an. Et il est venu naturellement. Nous sommes pas compatibles. Alors, ça sert à rien de faire des efforts, que ce soit pour l'autre ou que ce soit pour moi. J'arrive à dire à des personnes qui m'ont entourée, et je n'ai rien contre eux, loin de là, nous sommes pas compatibles. Ce n'est pas grave, mais on va pas se forcer à avoir une relation fausse. C'est ça qui a changé en moi aujourd'hui. Et j'arrive à le dire. C'est quand même plus correct que dire t'es une conne, je n'aime pas ta façon de me parler, j'ai envie de te casser la gueule. C'est presque ça. À l'époque, ça aurait été ça. Et donc c'est plus correct de dire nous sommes pas compatibles. Voilà. Voilà, enfin la vraie Laurence Affaret. Il était temps. On a lâché la lionne. Oui, moi le bleu à l'époque j'aurais dit mais parle pas, on n'a pas parlé comme ça, faut pas parler comme ça, corrige-toi. Non mais c'est socialement parlant, ça se fait pas de dire ça. Et puis on fait une coupure sur ce podcast. Coupons. Non maintenant voilà, je me suis soigné aussi par rapport à ça. Et finalement il y a des gens qui adhèrent, d'autres qui adhèrent pas, certains qui aiment, certains qui aiment pas. Et c'est la vie, c'est ainsi quoi. Et inversement, ça vaut le coup des fois aussi de faire un petit peu d'effort quand même. Oui, alors bien sûr, c'est comme un couple. On fait des concessions. Ce mot-là, il est important. Il faut faire des concessions. Moi, je me lève, j'ai toujours la banane, j'ai toujours la patate. Je pourrais danser, mettre la musique à fond parce que je suis en forme. Mais mon chéri, il faut un petit temps d'adaptation du matin. Donc, c'est là les concessions. Va pas l'emmerder. 2 heures. Va pas l'embêter avec ta forme complètement hystérique, parce que c'est un peu ça. Alors que le soir, c'est moi l'inverse. À 9h, il n'y a plus de Laurence, elle s'éteint. Et là, mon chéri pourrait, lui, mettre la musique à fond. Voilà, c'est ça. C'est de la concession. Enfin, on fait des concessions. Alors c'est quoi alors tiens justement, et même ça peut marcher dans les relations, le coach avec son athlète, le manager avec son collaborateur. Ouais, faire des concessions, mais si c'est juste pour faire plaisir à l'autre, ça suffira pas et puis à un moment donné ça va péter. Si faire des concessions ça n'a pas de sens, et c'est quoi en fait le chapeau au-dessus pour toi qui fait que ça te motive de faire cette concession, cet effort? Parce que je sais qu'il va y avoir un résultat.
Si derrière, tu n'as pas de résultat, c'est-à-dire, je reprends ton exemple du matin, je sais que dans la journée, tu vas être super agréable. Imaginons que le matin, je fais quand même ce que j'avais envie de faire, mettre la musique à fond, danser comme une débile, parce que c'est comme ça que je suis, toute la journée, ça va t'agacer. Voilà. Et du coup, j'aurai pas mon petit chéri agréable. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'il y aura un résultat. Donc, quand un coach accompagne quelqu'un, il y a un résultat. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand moi, j'aide des personnes et qu'à la fin, au bout de une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a pas de résultat ou il n'y a pas de changement, comme j'ai dit à la dernière que j'avais coachée, laisse tomber. En fait, tu es en train de perdre de l'argent et moi, tu es en train de perdre mon temps. Et en plus, c'est pas une satisfaction pour nous parce qu'on dit on n'a pas réussi, tu vois. Donc du coup, c'est ça, c'est le résultat. Alors, je retraduis, mais pour nous et pour tous les deux, parce que cette conversation qu'on a sera si elle est utile pour vous, tant mieux, mais je pense que pour nous, ce sera aussi. C'est comme toujours, on parle beaucoup tous les deux, même si je suis un grand calme, un grand taiseux par moment. Il y a d'autres façons de communiquer. Bref, pourquoi je voulais dire ça? Parce qu'en fait, tu parles d'un résultat, mais si moi je veux faire des concessions, je m'imagine faire une concession à l'instant T avec une personne en face de moi, c'est en sachant l'évolution, en sachant la progression, mais c'est quoi qu'est-ce que t'attends toi par exemple quand tu dis on va prendre 2 exemples, l'exemple d'une personne avec que tu coaches et puis la relation amoureuse, c'est une personne que tu coaches, c'est quoi le résultat, c'est comment tu traduis ça, par exemple dans l'exemple que tu avais, c'était quoi la finalité? Je dis une bêtise, mais quand j'accompagne quelqu'un, donc elle a un objectif, on est d'accord? Comment tu clarifies cet objectif? Cet objectif, c'est elle qui va me le donner, puisque cette personne, elle veut à la fin faire un marathon. Un marathon, elle court 1 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Donc du coup, en effet, on va suivre un programme. Et aussi après, la nutrition derrière. Moi je suis, donc il y a des plannings, on échange, je lui demande de m'envoyer tout ce qu'elle mange, du matin au soir, même son petit nounours au chocolat qu'elle aura caché sous l'oreiller, parce que j'en ai eu de ça. Et en fait, si cette personne, tu vois qu'elle a fait des progrès, donc de jour en jour, de semaine en semaine, et que tu vois en effet qu'elle est heureuse, parce que moi ce que je veux voir en face de moi, c'est une personne motivée, heureuse, qu'elle se sente bien, j'aurai cette satisfaction. Et à la fin, l'objectif, quand elle sera tenue, donc ça y est, on y arrive, on est jour J, le marathon, qu'elle l'ait fait en 5 heures, qu'elle l'ait fait en 4 heures, qu'elle l'ait fait en 3 heures, peu importe, elle l'a réussi. Et c'est ça l'objectif pour moi. C'est ça. Des concessions pour atteindre, en vue de son objectif, c'est progresser et atteindre son objectif. C'est ça. Et quand on parle d'amour, tu parles de santé, quand tu parles de la nature, il n'y a pas d'objectif. Si je reviens sur ces fondamentaux. Mais non, mais c'est grâce à ça que justement, ça c'est mon énergie à moi. Ça, je vais me procurer tout ça en moi. L'amour, la nature. Moi, j'adore marcher aussi toute seule. J'adore me ressourcer. Et en fait, c'est toute cette énergie qui est autour de moi, de respirer, j'embrasse pas les arbres encore, mais de respirer, de me promener avec les chiens de nos voisins, vous imaginez même pas à quel point je me procure énormément d'énergie. Donc toute cette énergie que je me procure, je la transmets après aux autres. Donc je transmets pas les arbres, la nature, les chiens, mais tout ce que je me suis procuré, j'ai tellement d'énergie positive en moi que à ce moment-là, donc dans l'amour, ce que je te partage aussi tous les jours, à te faire des bons petits plats, à te faire plaisir, c'est tout ce que je me suis procuré lors de ma promenade, lors de me retrouver toute seule à ce moment-là et de me dire à ce moment, voilà. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'énergie positive que je me procure et que je transmets derrière. C'est pas je peux pas l'expliquer, c'est au plus profond de moi. Je suis resté sur ma question en fait et je fais un raccourci pour le coup, c'est tu fais des concessions dans un but de résultat. Et si on prend la notion, j'essaie de retraduire moi là, mais une concession en amour, donc tous les deux, ou la nature, ou si tu fais des concessions, tu te lèves le matin en étant dans la bonne énergie par rapport à moi pour pas altérer mon énergie à moi, donc c'est une concession. Tu pourrais dire, non, je fais comme ça et je suis bien. Oui, sauf que l'intérêt pour toi ou le résultat, c'est quoi? C'est cette connexion à l'autre. Oui.
Sinon, je n'aurais pas cette connexion. Et puis, ça me frustre pas. Je suis pas frustrée. Là, je capte le message pour le coup. Tu n'es pas frustré puisque la promesse que tu te fais derrière ou la finalité, le résultat, c'est une connexion intense avec toi, avec cette nature, ta santé, ton environnement ou l'autre. Alors là, je fais un raccourci, mais je fais même une équation dans ma tête et en fait, je comprends tout à l'instant. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais des fois, on fait des concessions et ça vaut pas le coup, mais des fois, on fait des concessions pour se connecter à l'autre. Je prends l'exemple de la nature. Tiens, tu vas me dire ce que tu en penses. La nature va beaucoup moins vite que moi. Faut qu'elle s'adapte à moi. L'homme, il fait en sorte que la nature s'adapte à lui, me semble-t-il. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens comme Xavier, comme Arthur, etc., et que je vois qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus lents, beaucoup plus apaisés, ils ont fait des concessions, mais c'est pour se connecter avec cette nature et ressentir ce que tu es en train de me dire, une énergie, une gratitude d'être là, juste dans ce moment-là, et de profiter de la vie avec un grand V. Est-ce que ça te parle ce que je suis en train de dire ou je suis un peu barré là? Non, moi c'est comme ça, mais après, n'oublie pas, je ne pense pas. Oui, moi j'essaie de comprendre. Pour ça, j'essaie de comprendre les trucs. Et comme je ne pense pas, tout est naturel. En fait, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de... c'est naturel. Oui, mais le matin, quand tu te levais avant, tu te mettais ta musique à fond et t'en avais rien, tu t'emballais et battais les steaks, de savoir que ça allait altérer moi mon énergie. Ouais, mais en fin de compte, quand on vieillit et puis qu'on se retrouve aussi au calme, on s'habitue au calme. Donc des fois, à l'heure actuelle, j'ai peut-être plus envie d'écouter cette musique qui m'agaçait le matin. Tu mets quand même un peu de Eros Ramazzotti à fond la caisse. Oui, mais parce que c'est romantique, parce que je suis une romantique. Enfin, ou les autres, là, c'était quoi, le Mathieu et Tutto, là. Enfin bref, la musique italienne qui crie dans toutes les années 70. Même parce que c'est pareil, c'est romantique. Bon, c'est romantique, c'est vrai, ça parle d'amour et ça. Oui, ça reste toujours romantique. Ou le français, là. Non, t'as les Whisky que t'aimes pas trop. Non, bref, allez, non, je pensais à rien qu'une larme dans tes yeux, avec sa voix. Ah, My Grant, c'est encore romantique. C'est que du romantisme. C'est ça. Enfin bon, moi ça me crispe un petit peu d'entendre cette musique à fond. Et pourquoi tu le fais plus? Parce que ton rythme a ralenti. Parce que mon rythme a ralenti, parce que j'ai plus envie. Et puis tu reviens quand même, de temps en temps. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas remis. J'ai mis du Edith Piaf. C'est vrai. Tu t'es connecté avec moi aussi, alors du coup. Voilà, exactement. Mais ça vient naturellement. C'est venu naturellement. Voilà, mais ça a pris du temps quand même. Ah bah, c'est normal, quand on est jeune. Oui, mais 4 ans, est-ce que ça aurait suffi? Est-ce que ça a suffi? Voilà. Il n'y a même pas eu besoin de me poser la question. Ça vient naturellement. C'est vraiment... Tu te poses pas la question, tu te dis pas, ça me fait chier. Non, en fait, tu te poses pas la question. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser. C'est comme ça. Donc, naturel. Je suis en train d'écrire quelques chiffres. Je fais tous les 4 ans, 2007, 2011, 2015, 2019 et 2023. Non, ça correspond à rien, je faisais juste vérifier comme la numérologie. Tous les 4 ans. Mais c'est quoi dans bientôt 20 ans de vie amoureuse tous les deux? Ouais, c'est ça, bientôt. Moi, personnellement, il y a eu un grand tournant dans ma vie et c'est ce qui fait que tout a changé, c'est quand même le sport. Bon, même si le sport pour moi a toujours été l'école de la vie, il m'a pas aimé au début parce que moi aussi les crosses c'était comme toi, j'aimais pas ça, j'aimais pas courir, mais à un moment donné j'ai embrassé le sport différemment avec le triathlon, la connexion à la nature et puis on connaît la suite. Enfin, en tout cas moi mon tournant c'est 2015 quand je m'inscris à l'Enduroman et 2016 quand je le réalise et 2017 quand j'en écris un livre. Est-ce que toi, ça a une signification, ce tournant-là? Ou est-ce que toi, dans notre évolution à tous les deux, parce que maintenant, on n'était plus une entité, je ne suis plus une entité seule, nous sommes une entité tous les deux, au-delà du mariage en 2012, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des grands virages, des grands tournants dans cette unité qui est Cyril et Laurence? Est-ce que par rapport à nous deux, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti par rapport à ta course, tu sens qu'il y a eu un vrai virage, toi? Oui, il y a eu un vrai virage parce que comme c'est écrit dans le livre, il faut le lire. Tu l'as pas lu? Si, moi je l'ai lu, puis il y a mon passage où je le connais. Tu l'as pas lu? Je confirme, je vous dis qu'elle l'a pas lu. Et en fait, ça a été une année intense, donc je débutais aussi mon nouveau travail. Toi, tu étais à fond dans ce projet-là, et que je t'ai accompagné pendant 1 an sur ce projet-là, entre guillemets, même si tu as su t'es débrouillé tout seul. Je t'ai accompagné le jour J sur cette course. J'étais là jusqu'au bout. En fait, ça a eu un grand...
un bon virage. Pourquoi? Parce que je me suis sentie quand même seule cette année-là, hein, comme je l'avais écrit, c'était difficile. Après, je te l'ai dit quand même, je me suis demandé si tu allais continuer sur cette route-là. Pourquoi? Parce que toi et moi, on s'est rencontrés et c'est toi et moi. Et là, il y avait que toi. Il y avait que toi sur cette course-là, entre guillemets. Et en fin de compte, je suis bien sûr fière de toi, de tout ce que t'as fait. Je t'ai demandé de d'écrire ce livre parce que ça va aider les gens et ça a aidé énormément de personnes autour. Mais après, dans notre vie, on a eu beaucoup de virages, toi et moi. Donc, je prendrais pas celui-ci énormément parce que moi, je t'ai connu comme ça. Tu m'as dit, il faut que tu me prennes comme je suis. Alors, je comprenais pas trop, hein, forcément, au début. Je dis, oui, c'est un fou. Moi, je ne cours pas comme ça. Voilà, mais donc, non, je suis fière de ce que tu fais. Et même si demain, tu devais refaire la même chose qu'en 2016, autrement, je serais toujours là. Je trouve que non, ça change pas plus que ça. J'aime ce que tu fais, j'aime ta passion. C'est inspirant, c'est bien. C'est bien cadré, et puis on a rencontré plein de monde encore une fois, parce que moi je suis quelqu'un d'éphémère aussi, j'aime bien rencontrer le monde, même si ça dure qu'une journée, ça fait du bien, donc je pense pas que ça a fait un virage réellement, non, c'est une bonne question, mais alors c'est pas celui-ci, c'est peut-être un autre qu'on pourra explorer ensemble, mais pour le coup, c'était un virage pour moi, une révélation, une accélération, grosse estime de soi d'un seul coup, comme tu as dit pour toi à un moment donné. J'ai pas estime de moi, là pour le coup je suis capable de faire quelque chose comme tu as dit dans le sport et je me rends compte que ça fait du bien, ça donne de la confiance. Moi c'est une confiance extraordinaire pour moi, mais on sent que toi t'es mise un peu de côté dans l'histoire. Ouais, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Bien sûr, c'était une année où, même si j'avais pris un nouveau poste, j'étais plus, voilà. Nous deux, on est hyper proches. On veut pas dire qu'on est fusionnels parce qu'on aime faire nos passions à côté aussi. Mais cette année, il y avait plus Laurence et Cyril. Donc, alors que nous, c'est tout le temps toi et moi. Et cette année, là, c'était vraiment que cette course. Donc, c'est ça qui a été difficile. Après, comme je suis quelqu'un qui oublie tout et qui est pas rancunière, à l'heure actuelle, j'ai tout oublié. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, si tu m'avais posé cette question-là 1 an après, je pense que j'aurais eu beaucoup de réponses. Mais comme je suis pas rancunière et qu'après, je pense que tu t'es bien rattrapé, et j'ai pas... non, j'ai rien à je veux qu'on se fasse dire un sportif qui prend les lumières, sportif et sportive qui prend la lumière, un entrepreneur qui est sur les lumières, qui est, je sais pas s'il est aimé, en tout cas, regardé par les gens avec plein de quoi? Je sais pas comment tu voyais les gens, comment ils me regardaient, en tout cas. C'est le après, le après, forcément, comme t'es devenu champion du monde, d'un seul coup, t'es devenu presque une star, alors qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Donc, la télévision, plein de choses autour, donc tu comprends pas. Et puis comme moi, j'aime pas du tout tout ce cadre-là, moi j'aime bien tout ce qui reste naturel, tout ce qui reste simple. Et là, je me retrouvais face à des caméras face à moi. Alors moi qui aime pas trop parler, me poser des questions sur nous. C'est peut-être ce passage-là que j'ai pas trop apprécié quand t'es... Après, si je devais avoir un conseil pour toutes les accompagnatrices au niveau de leur mari ou leur conjoint, ou vice-versa, bien sûr, en fait, c'est de s'intéresser de A à Z à ce que tu fais pour qu'on puisse être intégré, même si je l'étais un peu, mais je l'étais pas à 100%. C'est pas qu'on comprend pas, c'est qu'on n'est plus là. Et c'est un peu de ma faute aussi, parce que j'aurais dû m'intéresser ou m'intégrer un peu plus. C'est plus ça, ouais. Mais bon, j'ai cette chance-là, c'est que tu ne me mets pas non plus à 100% de côté. Parce que quand tu t'entraînais à 20-25 heures par semaine, t'arrivais toujours à avoir une journée pour moi de repos pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Donc tu vois, tu rattrapais par rapport à ça. Et je pense que c'est plus ça qu'il faudrait dire à l'inverse, et non pas aux accompagnateurs ou aux accompagnatrices. C'est plutôt celui qui est dans son sport à 100%, laisser une place au moins
une fois dans la semaine avec votre partenaire. C'est plus ça que je dirais. C'est à l'inverse. Pensez pas qu'à vous, parce que c'est difficile, hein, surtout quand on est professionnel. Mais laissez une place à votre... parce que, oui, tôt ou tard, ça risque... c'est pas que ça risque de casser, mais... Tu vas le reprocher tôt ou tard. Donc, alors que si tu fais ça, tu vois, moi, j'ai rien à te reprocher parce que je sais que tu me laissais cette place-là, qui était importante pour toi en plus. Non, quand même, il y a peur des reproches, et puis ça fait partie de l'expression, faut dire les choses, faut dire ce qu'on pense, oui. pour cent, et parce que moi, je dis ça ce va que je pas. pense. Et c'est pas facile à entendre des fois, mais bon, voilà, quand on connaît aussi les comportements, les analyses des comportements des personnes, ça aide aussi, puisque du coup, je dirais pas, mais elle est conne ou quoi? Non, je dirais simplement, c'est bien de faire des caricatures des fois. Elle est jaune et moi je suis bleu, et puis comme ça, c'est normal qu'on peut pas se comprendre toujours. Alors oui, il faut pas mettre les gens dans des cases, faut pas mettre les gens dans des couleurs, évidemment, mais pour autant, à un moment donné, ça permet juste de remettre la balle au centre, c'est-à-dire c'est vrai qu'on est différents et forcément des fois on se comprend pas, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas, c'est pas pour ça qu'on va pas avoir notre projet en commun ensemble et que tout d'un seul coup va s'écrouler. Et c'est vrai que une de mes intentions, c'est vrai, je l'avoue, au travers de cette conversation avec toi, c'est d'avoir un petit peu de recul par rapport à ça, parce que comme tu aurais peut-être eu tendance à le faire à un moment donné, et je pense que la société nous guide vers ça, c'est dès que ça va pas, on abandonne et on passe à autre chose et on zappe. Et je sais que tu as un caractère comme ça, tu nous l'as dit, et je te remercie de ta sincérité, parce que oui, quand ça va pas, tu décroches, mais moi je ne décroche jamais, je suis un persévérant, et je crois fondamentalement à la promesse derrière, quoi. Donc voilà, alors et justement, c'est pas que grâce à moi, parce que c'est grâce à tous les deux qu'on est là aujourd'hui, encore avec autant d'amour, et puis dans nos projets aussi. Et je vais vous donner une anecdote par rapport à ce que tu dis sur l'enduroman, c'est que oui, pour que la personne trouve sa place, moi je cherchais pour toi une mission sur l'enduroman, hormis le fait de côté la femme que j'aime et que je suis l'homme que tu aimes. Ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs, et ce qui est tout en fait, parce qu'à la fin, quand l'aventure a démarré, t'avais pas de mission. Et j'étais dépité de ça. Mais en fait, il y a ma femme, Laurence, que j'aime tant, qui est dans le dispositif, mais je sais pas, et ça choque les gens à chaque fois que je dis ça en conférence, mais je sais pas quoi faire d'elle. Et là, je le dis poliment, hein, parce que oui, en fait, tu sers à rien. Allez, c'est comme ça que je le dis. Ça, c'est très offensant de le dire comme ça, mais c'était vrai. Et en fait, et ça, des fois, dans une entreprise ou dans un dispositif, il y a des gens, on sait pas quoi faire d'eux, ils servent à rien. Sauf que quand ils sont pas là, ça marche pas. Et c'est en ça que moi, c'était ma révélation sur cette épreuve-là, c'est que Laurence qui est à la quête du bonheur, et quand tu postulais dans des entreprises et que tu voulais apporter du bonheur, les gens savaient pas quoi en foutre de ce bonheur-là, et du coup, tu trouvais pas ta place. Donc aujourd'hui, tu as créé ta place avec ta propre entreprise, et je te félicite pour ça. D'ailleurs, je félicite beaucoup les gens qui prennent ce pari-là, parce que c'est pas simple, hein, c'est pas évident, et c'est pas le seul parcours unique, mais c'est un des parcours, je trouve, moi, pour le coup, ça fait faire preuve de courage que d'aller vers cette voie-là. Et sur l'enduroman, pour le coup, oui, tout le monde le sait, tout le monde en est le témoin. T'avais pas ton rôle t'étais pas la régisseuse, mais en fait quelque part tout le monde s'agrippe à toi parce que t'étais là et t'es celle qui avait toujours de l'énergie. C'est ça, exactement, parce que ce jour-là, j'étais présente dans les caravanes et c'était un peu tendu dès le premier jour. Je me souviens, t'avais fini ta course ou entre deux là, t'es arrivé dans la caravane et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un moment où tu t'es un peu agacé sur un truc parce que tu avais demandé je ne sais plus quoi. Et ça a commencé à être tendu dans cette caravane. Et je me rappelle, j'ai dit à un moment, ça va pas se passer comme ça là. Et à ce moment-là, voilà, j'ai juste donné un petit peu de bien-être parce que je sentais que ça commençait à être tendu. C'était dommage. Et après, ça s'est détendu direct. Après, il y a eu aussi ce côté parce que je fais beaucoup d'humour, je fais beaucoup de blagues. Et puis oui, je suis tout le temps à vouloir rigoler. Donc c'est fatigant pour tout le monde parce que nous n'avons pas dormi pendant les 50 heures que tu donc plus, parce que il y a le avant. Forcément, je pense qu'on n'a pas dormi pendant 60 heures et c'était pas facile, mais il fallait tenir. Mais je garde toujours cette énergie pour les autres, dire allez, lui je vois qu'il commence à se fatiguer, on va faire un petit côté d'humour et puis bon, c'était super sympa, on mettait les petites tables, c'est moi qui mettais la table, c'est moi qui préparais, alors pas à manger parce qu'on avait David Martin qui nous avait préparé un bon repas, mais on installait ça avec les petites tables, voilà. Et puis il faut toujours une petite pointe, oui,
il faut toujours une personne comme moi avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'humour. Ouais, je pense que ça fait du bien, même si, comme tu dis tout à l'heure, on met pas les gens dans les cases. Mais oui, il y a beaucoup de bleu autour de soi. Mais le bleu, il a un peu besoin aussi qu'il se relâche un petit peu de temps en temps. Mais quand il a décidé, par contre. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ça me parle. Ça parle de nous, en fait. Ouais, Tu es en train de dire. Avec la temporalité que moi j'aime bien remettre, parce que oui, tu te souviens de choses et c'est pas quel moment. Moi, je m'en souviens parfaitement. C'était dès le début. C'était le premier arrêt que je fais dans le Scorpintia. Et là, je voyais tout le monde qui faisait n'importe quoi dans tous les sens. Et là, j'ai fait, maintenant, on va tout de suite se remettre dans le droit chemin, les gars. Chacun sait ce qu'il a à faire, donc vous le faites maintenant. Donc, sur le fond, j'avais sans doute raison. Mais sur la forme, j'avais pas raison. Et toi, c'est toi qui as mis la forme avec beaucoup de joie. Quoique même, t'as mis un petit pic aussi pour le petit pic au-dessus pour que voilà, il y en a qu'un qui décide et c'est moi là-dedans et c'était toi. En tout cas, par rapport à ton énergie. Et après, ça a remis tout le monde, comment dire, sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et finalement, c'est ça. Des fois, on a beau avoir tous les instruments. C'est pas pour ça qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Exactement. Donc on a toujours besoin d'un élément, peut-être qui est juste le triangle dans dans l'orchestre, ou peut-être même qui est juste celui qui fait rien en fait, mais voilà, qui va remettre l'harmonie. Et c'est c'est un peu ce que tu me révèles moi dans la vie, hein, c'est de pouvoir justement trouver cette harmonie, cette connexion avec l'autre et avec l'humain, avec le vivant, puisque tu parlais de la nature. On est quand même heureux ici là. Alors on n'est pas chez nous, on n'est pas dans le Jura. Non. On est en Savoie, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Et finalement, la météo était assez coquine ce matin. Mais moi, j'ai trouvé ça fantastique de voir tous ces nuages-là. Et ça me donne envie d'aller voler. C'est quoi ton prochain projet, ma chérie? T'en as pas, paraît-il, mais bon. Non, là, j'en ai pas particulièrement. Non, ça vient pas. Alors, je te pose cette question parce que c'est une des premières questions que je t'ai posées à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est quoi tes projets dans la vie? Parce que tu te dis tout à l'heure, le résultat, des objectifs et tout, t'en demandes aux autres. Mais pour toi, finalement, il n'y a pas d'objectif dans ta vie. Non, parce que moi, je vis l'instant présent. Trop l'instant présent. L'objectif? Si, j'en ai un. J'en ai qu'un seul, c'est celui de jamais regretter les choses. On y revient. Ça, c'est fait. J'ai noté. C'est vraiment ton mantra, ça. Voilà, exactement. Ne rien regretter. Ouais. Et si, malheureusement, oui, on nous aura tous oubliés dans une ou deux décennies, enfin, pas décennies, mais générations, pardon. Mais s'il devait rester qu'une seule chose de toi. Côté jovial. La joie. C'est ça, la joie, ouais, c'est ça. La joie. Le bonheur. Trouvez votre bonheur. Ouais. Déjà d'avoir trouvé le sien. C'est ça. La joie. Merci pour la joie que tu amènes dans ma vie. Et puis pour tous les gens qui ont t'es pas la seule sur Terre, évidemment. Mais pour moi, t'es la seule. Et je sais qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, pas seulement en amour, mais en amitié. Et heureusement qu'on a tous une au summum dans la vie. Merci à toi.